merci beaucoup de ces mots d'introduction si chaleureux, c'est très émouvant pour moi. D'abord de devoir rappeler cet engagement au service de l'enseignement. Je suis heureux aussi de voir une salle pleine, parce que j'ai fait aujourd'hui cours devant des salles vides, puisque la Sorbonne est en grève. Et donc j'arrive de la Sorbonne, et il nous aura été de voir de notre vivant la Sorbonne en grève défiler contre un gouvernement conservateur, avec tous les professeurs de Paris 4 en tête, ce qui est un événement historique très, très intéressant pour ceux qui connaissent l'histoire de l'université française. Et je dois dire que ce goût de la transmission, évidemment, et cette défense du patrimoine se heurtent aujourd'hui à un problème de civilisation lourd dont les actuels ministres ne sont que des particules poussières à l'échelle de notre histoire de l'humanité et de la civilisation, puisque on ne transformera pas l'université française en système qui fonctionne comme un restaurant McDonald's, ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi la Sorbonne est en grève, et moi aussi, mais je suis là ce soir pour parler de l'architecture qui nous est chère à l'époque classique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Je voudrais me cacher d'ailleurs d'abord derrière une phrase de Bruno Foucard, qui a écrit il y a quelques années un essai très stimulant, comme tout ce qu'écrit Bruno Foucard, sur les places, envisagées dans une chronologie plus large, puisque Bruno Foucard, vous le savez, est surtout un grand historien du XIXe siècle. Et il écrivait dans cet article « Toute place, en effet, appelle le ou les pouvoirs. Si elle existe déjà, il s'y insinue. Si elle manque, il la crée pour et devant eux. » Eh bien, c'est exactement la thématique de notre soirée autour de la place royale, un monument public en creux, une interrogation que je propose. Alors, vous avez déjà eu l'occasion d'entendre une conférence sur la place et sur ses enjeux au Moyen-Âge, et surtout ce que la place représente dans la tradition de la ville occidentale. Et je vais reprendre évidemment un certain nombre de ces éléments aujourd'hui, les enjeux urbains qui nous viennent spontanément à l'esprit, mais aussi bien sûr politiques et économiques, et on va voir comment ces trois termes se mêlent. La place, c'est en effet très spontanément le théâtre du désordre, avec les manifestations, ou du désordre artistique que seraient des grands spectacles, des fêtes, mais c'est aussi un lieu d'affrontement politique, un affrontement qui peut être géré par une mise en scène du pouvoir, ou au contraire, qui peut dégénérer avec une destruction symbolique ou matérielle du pouvoir. Donc ce grand vide dans la ville qu'est la place peut être interrogé pour toutes les époques, et y compris pour l'époque de nos régimes démocratiques modernes, d'une façon intéressante. Mais moi, je vais m'attarder à un moment très particulier de l'histoire politique de la France, qui est la monarchie absolue, avec toutes les relativités et guillemets qu'on doit mettre derrière ce mot d'absolutisme, vous le savez, mais aussi s'interroger donc sur ce moment historique qui correspond à l'émergence d'une façon pour le pouvoir de se mettre en scène dans la ville. C'est un thème qui est bien connu des historiens de l'architecture et de l'urbanisme depuis qu'il a été formalisé et presque dressé comme une statue, sans mauvais jeu de mots, par le père de l'histoire de l'urbanisme en France, qui est Pierre Lavedan. Pierre Lavedan, qui était un savant très érudit, normalien, qui a assuré des cours à l'École des Beaux-Arts. Il a succédé à Louis Hautecoeur, et puis bien sûr à la Sorbonne, où à l'Institut d'Art, il dirigeait les études d'urbanisme. Pierre Lavedan est, comme historien de l'urbanisme, et plus tard comme historien de l'urbanisme de Paris, un de ceux qui a mis en forme le concept de place royale. La place royale, nous a appris Lavedan, c'est dans sa définition une création française, cocorico, une création française qui procéderait de deux éléments italiens. Là, on est bien obligé d'avouer notre dette. Une statue du prince dans l'espace public. Alors là, on pense tout de suite à Florence et aux merveilleuses statues des Médicis. Et puis le principe d'une architecture ordonnancée, inventée aussi à la Renaissance, des façades identiques qui viendraient envelopper la statue comme un écrin, un bijou. Et cette réunion de deux italianismes, par miracle, c'est comme dans la chimie, produit quelque chose de purement français. Et cette pureté française, elle tombe évidemment à pic dans une école française très marquée par le nationalisme, encore à l'époque de Lavedan, qui écrit dans l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où la position de la France dans l'Europe a été très chahutée, vous le savez. Donc Pierre Lavedan est suivi par Louis Réau, grand historien de l'influence française, et là aussi on retrouve des termes un peu dangereux sur l'histoire du nationalisme et de l'histoire de l'art, qui entretiennent des rapports plus étroits qu'on ne peut penser quelquefois, ont fabriqué dans cette vision, et ils ont fait remarquer que c'était un phénomène parisien, qui était ensuite transposé dans la province, et tout à l'heure il a été fait allusion aux intendants bâtisseurs, qui sont les relais
du bras armé du roi dans les provinces, ce sont nos préfets de région, pour faire très grossier, et avec les élus en moins sur les pieds, ou des élus moins puissants, et puis que de là, ce modèle était passé en Europe. Et qu'on se trouvait donc face à une création française dont l'originalité était telle que les monarques européens n'avaient plus qu'à copier une fois de plus la France de Louis XIV, la grande France triomphante. Alors tout ça, on adore ce genre de discours, ça nous flatte notre ego de Français, mais enfin tout ça n'est quand même pas très vrai, il faut bien dire les choses. En 1965, un chercheur portugais, un merveilleux historien de Lisbonne, França, donnait son grand livre sur la Lisbonne de Pombal et faisait remarquer que le modèle français ne s'était pas exporté du tout à Lisbonne et que la place du commerce, que vous connaissez, je pense, tous, n'avait rien à voir avec les places parisiennes et certainement pas avec la place Vendôme ou la place des Victoires de Louis XIV. Et donc il avait le premier émis des doutes sur la pertinence de ce modèle indépassable. En 1982, Daniel Rabreau, dans un essai très stimulant sur la question de la place à l'époque des Lumières, faisait remarquer que la mise en cause de França pouvait s'étendre à l'intérieur du modèle français et qu'on pouvait peut-être considérer que s'il y avait un modèle au XVIIe siècle, c'était beaucoup plus compliqué et subtil au XVIIIe siècle. Et que donc il fallait envisager de manière plus nuancée le bloc français jusqu'à 2005 et l'exposition à laquelle il a été fait si gentiment allusion à Nancy, que j'ai eu la chance de pouvoir conduire avec des moyens énormes. Je veux dire que maintenant, rétrospectivement, avec la crise, je frémis, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour faire une très belle exposition sur l'urbanisme au XVIIIe siècle. Et j'avais confié un article à Hendrik Ziegler, un de nos collègues qui enseigne à Hambourg, un remarquable chercheur, la question de « y a-t-il un modèle français à l'épreuve de l'Europe au XVIIIe siècle ?» Et il en était sorti un magnifique article dans lequel il est clair que le modèle des places royales français, s'il y a modèle, ne s'est pas beaucoup exporté. De même d'ailleurs que si vous connaissez l'architecture des châteaux, on nous rebat les oreilles avec l'influence de Versailles, mais il n'y a pas beaucoup de palais des grands souverains européens qui ressemblent à Versailles. Hein. Ça, c'est encore une chose que les Français croient parce qu'on croit toujours qu'on est plus fort que tout le monde. Et il faisait remarquer que c'était souvent dans les pays à la marge de l'Europe, et dans des cours de peu de pouvoir, que finalement les Français avaient réussi à imposer le plus possible la marque de leur architecture, mais que certainement pas les grandes nations concurrentes de la France avaient adopté ce discours. Et je dois dire que l'exposition de Nancy a fait des petits, et ça c'est toujours une belle récompense pour un chercheur, puisque en fin 2006, il y a eu un grand colloque à Lisbonne, dont les actes viennent de paraître. Je pense que je les ai mis dans la bibliographie, parce que j'ai reçu les actes il y a quelques jours. Un colloque à Lisbonne dont le titre, pardon, je ne le prononcerai pas en portugais, était sur les places royales en Europe, passé, présent et à venir. Les Portugais sont très soucieux de la restauration, de la mise en valeur de l'actuelle place du commerce, qui n'est pas en très bon état et qui a été, comme toutes les places, qui s'est laissé un peu aller, si j'ose dire. Et dans ce colloque, je m'étais dit que, quitte à donner des coups de marteau dans la statue de Lavedan et de Réau, on pouvait aller jusqu'au bout de la déconstruction. Et j'ai proposé même de remettre en cause complètement le modèle français en disant qu'il n'y a pas de place royale au sens de ce bloc homogène et facile à identifier que Lavedan avait construit. Bon, alors évidemment, il y a un peu de paradoxe et un peu de volonté de provocation, que vous me pardonnerez, mais l'idée, c'était vraiment de voir si on ne pouvait pas aussi quand même regarder de nouveau de près les choses. Et là, je tirais parti de recherches que j'avais conduites plus précisément sur les places parisiennes et qui montraient que ce qu'on raconte, par exemple, sur la place des Victoires est complètement faux et qu'il faut tout recommencer à zéro. Hein, donc, ce n'est pas inintéressant. Donc, je vais vous soumettre ce soir certaines hypothèses et c'est peut-être parfois work in progress, mais enfin, je voudrais quand même qu'on voit des choses un peu nouvelles parce qu'on pourrait sinon encore recommencer éternellement avec les places royales, la grandeur, blablabla, etc. Je dois dire aussi qu'entre-temps, un de nos collègues américains qui enseigne au Texas, Richard Clary, a produit une thèse qui a été, à mon avis, assez méconnu en France, en 1991, un joli petit livre sur les places royales, une recherche qui était plus actualisée que celle de Lavedan, parce que le problème aussi de l'histoire de Lavedan, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs factuelles. Bon, ça c'est normal, c'est la recherche qui avance. Et c'est un texte donc, qui a nettoyé une partie de l'historiographie française aussi, et qui a montré des limites. Notamment, il a rejeté toutes les places qui étaient antérieures à Louis XIV, alors que Lavedan faisait partir le phénomène d'Henri IV, ce que je vais vous montrer, et je vais vous montrer pourquoi Lavedan a tort et pourquoi, à mon avis, Clary a raison. Voilà, donc c'est aussi de ça dont il est évidemment question ce soir, autour de cette définition. Alors la définition de la place royale, on peut être plus simple pour l'instant, c'est évidemment la manière dont le pouvoir se met en scène et se donne à voir dans la cité. Comment le prince descend dans la ville.
Et cette mise en œuvre de l'image princière, elle est évidemment très cohérente avec l'Europe moderne, avec l'Europe de l'absolutisme, avec les grands effets aussi rhétoriques de la contre-réforme dans un autre sens. Et il faut rappeler ici, peut-être, il faut qu'on soit en empathie, si vous êtes d'accord, avec ce sujet, malgré tout, et même si ça choque nos consciences démocratiques, habitées par l'idée de l'égalité, mais évidemment, la statue royale dans la ville, c'est un grand moment pour les gens. Et ce n'est pas un moment seulement pour nous d'art, parce que les statues royales sont des chefs-d'œuvre de l'art, c'est un grand moment politique, parce que selon la célèbre définition, le portrait de César, c'est César. Et donc, évidemment, Louis XIV existe comme homme à Versailles. Il se lève, il vit, il se couche, il dort, il a des maladies, et un jour il meurt. Mais le corps symbolique de la monarchie, qui transparaît à travers le roi physique, de père en fils, pendant la nuit des temps, jusqu'au 21 janvier 1793, évidemment, eh bien, ce corps symbolique, ce deuxième corps, il peut très bien être habité par du bronze, par de la pierre, par du marbre, il peut être une statue. Et cette statue du prince dans la ville, elle n'est donc pas une œuvre d'art, elle est une machine politique et elle est lue comme telle. Et c'est pourquoi les Jacobins, qui, malgré certaines limites intellectuelles, avaient bien compris que ces statues étaient des chefs-d'œuvre, ont décidé de les détruire toutes systématiquement en 1792-93 pour ne laisser plus jamais aucune trace des tyrans, selon la terminologie de l'époque, vous le savez, sur les places de Paris et des villes de France. Donc il y a ça aussi qui est sous-tendu, ce n'est pas des places pour faire joli, ce n'est pas de l'urbanisme agréable à l'œil, ce sont des machines politiques qui nous sont données ici à voir et sur lesquelles nous allons réfléchir. Alors, évidemment, l'Avedan a remarqué qu'il y avait une statue d'Henri IV à Paris, alors il a fait commencer l'histoire des places royales avec la place Dauphine, qui se trouve dans l'île de la Cité, à la pointe, face à la statue d'Henri le Vert galant, dont nous fêterons l'année prochaine, nous commémorerons plus exactement le 4e centenaire de l'assassinat. Je vous ai mis les dates, et il y a une deuxième date qui vient en raccro, qui est la statue, car la statue a été posée après la place, vous le voyez, la place a été commencée en 1607, et la statue est arrivée, quoiqu'elle ait été commandée en fait plus tôt, en 1606, enfin le temps que tout ça vienne de Florence, parce que Marie Médicis s'était dit « les Français sont des gentils garçons, mais enfin on va demander plutôt à des artistes italiens, c'est plus sérieux ». Et donc le temps que la statue arrive, eh bien elle vient en fait quand la place est terminée. Voilà une gravure qui vous montre un plan général de la place, que vous ne reconnaissez pas forcément bien, parce qu'évidemment, entre-temps, hélas, le vandalisme a frappé et nous avons perdu la base du triangle et toute la rue de Harlay. Ça, ce sont les travaux de M. Duc, l'architecte du palais de justice, mais je ne veux pas contrarier mes amis et collègues du XIXe siècle. Et donc, la place est ce triangle que les Bretons, que André Breton et les surréalistes comparaient au sexe d'une femme, une image un peu audacieuse, évidemment, avec ces deux petites entrées en filet qui donnent un espace clos de maisons homogènes, vous connaissez les fameuses maisons de la place Dauphine. La statue, elle, se trouve au bout de la pointe, dans une position assez spectaculaire, en réalité, au bout de l'île, mais pas comme la proue d'un navire avec le cavalier qui serait tourné vers l'horizon. Non, le cavalier regarde vers la place. Donc on a tiré de cette idée, évidemment, une idée d'interaction entre la place et la statue. Je vous rappelle que si le roi est en transe, c'est une question de convenance. Le roi ne peut pas avoir l'air de sortir de chez lui et de la ville. Donc il regarde vers la ville, ce qui est normal. Donc ici, le cheval de bronze, c'est comme ça qu'on l'appelait sous l'Ancien Régime, parce que le cheval est arrivé, puis ensuite on a terminé le cavalier et les esclaves, et la place Dauphine, ici, que vous connaissez. Si on regarde ce document très intéressant qui est conservé dans les papiers de la surintendance des bâtiments du roi, échoué à la Bibliothèque nationale, eh bien, on s'aperçoit que c'est un projet de transformation. Vous voyez qu'on n'avait pas eu peur, sous Louis XIV, déjà de proposer la destruction complète de la place Dauphine, qu'avait proposé ensuite Haussmann. On s'était proposé de faire une place royale, tiens, encore une, avec une statue de Louis XIV. Donc le petit-fils et le grand-père se seraient regardés dans un espace ouvert à la pointe de l'île de la Cité. Mais ce qui m'intéresse sur ce document, c'est pas ça que j'ai pas le temps de développer, c'est ça. Place du cheval de bronze. Pour les contemporains, il est clair qu'il y a deux places. Il y a la place Dauphine, nommée en l'honneur du petit Louis XIII, et puis il y a la place sur laquelle il y a le cheval. Et c'est pas la même chose. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette place, elle est clôturée ici, on le voit très bien sur le dessin, par une grille de fer forgé qui s'avance au niveau du piédestal pour permettre à tout le monde de venir rendre hommage au culte monarchique.
On est dans quelque chose qui touche, comme toujours avec l'ancienne France et l'Ancien Régime, à quelque chose de religieux, bien sûr. Le roi est un personnage qui, par le sacre, a une dimension religieuse. C'est un évêque du dehors, comme on dit. Et donc, il faut pouvoir s'approcher avec respect. D'ailleurs, les contemporains, au moment de la Révolution, quand on aimait encore les rois, disaient qu'il faudrait enlever la grille pour qu'on puisse toucher avec respect le piédestal du grand Henri IV. Bon, après, ça s'est un peu plus détraqué. Et donc, cette place du cheval de bronze est différente de la place Dauphine. Voilà le détail, si jamais on avait un doute sur cette inscription, qu'on trouve aussi corroborée par les guides. Et si on regarde maintenant avec cette idée qui est introduite dans notre œil, qu'il y a deux places, c'est clair, regardez sur ce document merveilleux, cette gravure en vue plongeante, très spectaculaire, d'une qualité folle. Oui, il y a deux places, c'est bien évident. Il y a la place avec cet énorme terre-plein, gigantesque, qui a été, dans sa forme actuelle, reconstruite par Louis XVIII pour remettre la statue de son aïeul, qui est notre actuelle statue de Le Maux, et puis la place de l'autre côté de la rue. Et la statue est un objet, vous le voyez, homogène, avec un socle très monumental, qui a reçu des esclaves de Pierre de Francqueville, que vous pouvez toujours admirer, parce que, par un effet de la rhétorique jacobine, on a détruit le roi et mis les esclaves au musée. Et donc, les esclaves ont été libérés par la Révolution, ils sont dans les salles du Louvre, et le roi est en pièces détachées, vous en avez des beaux morceaux à Carnavalet, vous avez la jambe du cheval, le bras du roi, et quand vous voyez la qualité de ces morceaux, ça fait regretter amèrement, évidemment, cette destruction. Si on regarde sur le célèbre plan de Turgot, qui est devenu le document d'urbanisme le plus célèbre de l'histoire de Paris, à cause de la RMN, qui en a fait des boîtes à bonbons et des sacs plastiques pour le Louvre, eh bien, on voit, il y a deux places, très clairement, la place avec cet énorme terre-plein qu'il a fallu construire tout exprès et fermé par sa grille, et puis la place Dauphine de l'autre côté. Alors l'avenant nous avait expliqué que la place était là pour mettre en valeur la statue comme un écrin, mais bon, il n'y a pas d'écrin, et donc en réalité, les deux objets se regardent l'un en face de l'autre. Si on prend un célèbre tableau de Raguenet, un des tableaux de la vue de Paris, avec la Samaritaine, qui a donné son nom à un grand magasin, où on a trouvé de tout jusqu'il y a 3 ans, eh bien, on voit que la statue occupe un espace qui n'est pas tout à fait immédiatement identifiable. Ça pourrait être un vrai cavalier qui a l'air de traverser le pont. Et la place, elle, est au contraire, de l'autre côté, très, très lisible. Donc les deux sont bien séparés. Et si je me mets devant la statue, voilà ce que je vois. La place avec ces deux maisons, les deux éléments qui sont posés en vis-à-vis, les deux maisons qui ont l'air de deux petits personnages avec les gros yeux qui regardent le roi et le roi qui les regarde. Et si je rentre dans la place et que je me mets exactement au milieu, pardon, il faisait presque nuit, j'étais arrivé un peu tard, on voit que la statue est complètement de travers, comme l'a remarqué notre collègue américaine Hilary Ballon dans son bel essai sur le Paris d'Henri IV, publié il y a une quinzaine d'années. Et oui, parce qu'on aurait pu se dire que la statue est dans la place royale parce qu'elle est dans l'axe exact et que, d'une certaine manière, elle participe de la lecture de l'axe de composition. Pas du tout. Elle est au centre de son terre-plein, de sa place à elle. Autrement dit, comme le dira un critique à la fin, au XVIIIe siècle, la statue d'Henri IV est celle qui a la place la plus extraordinaire de toutes les statues des rois, puisqu'il est sur le pont le plus passant de la capitale, ce fameux pont sur lequel le dicton disait qu'à toute heure du jour, on pouvait y croiser un cheval blanc, un curé et une putain, et qu'il était bien mieux que tous ces statues engoncées dans des places, comme la place Vendôme, etc. Et c'est si vrai que, vous le voyez sur cette gravure en couleur du XVIIIe siècle, les Allemands, lorsqu'ils ont voulu ériger une statue au grand électeur Frédéric, eh bien, le père du premier roi de Prusse, Frédéric Ier, eh bien, ils ont choisi le Langebruck à Berlin, et vous avez derrière le fameux château de Berlin qu'on se propose de reconstruire, mais il semblerait que la crise vienne de porter un coup assez fatal au projet il y a quelques jours. Et le cavalier est là, sur le terre-plein, à un endroit extrêmement passant. Ce n'est pas une place royale au sens lavdanien du terme, si j'ose dire. C'est cette place ouverte de la place Dauphine, un terre-plein sur le pont. Alors, une fois qu'on a déconstruit ça, si vous me suivez, et qu'on considère que la place Dauphine n'est pas une place royale, la première place royale, c'est donc une place totalement ouverte, sans aucune construction. C'est là où je voulais en venir, évidemment. Une place ouverte. Et une place ouverte au début de la chaîne, qui va nous conduire à la fin de la chaîne, à une place ouverte aussi, bien sûr, qui est le Pérou de Montpellier. Donc des places sans aucune construction, alors que la définition était qu'il y avait un écrin autour de la statue. Non, il n'y a pas d'écrin.
ont choisi le meilleur endroit, parce que les gens d'Ancien Régime, leur force par rapport à nous autres, les historiens, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas dans la construction logique, ils sont dans l'immédiateté de ce qui est au mieux de leurs intérêts. Le mieux des intérêts de la couronne, c'est d'être vu dans l'endroit le plus passant de la capitale. En plus, c'est Henri IV qui avait fait terminer les travaux du Pont-Neuf. Il y avait donc une grande cohérence à le placer là. Si on fait le même travail d'examen sur la deuxième place royale, qui d'ailleurs en plus porte le nom de place royale, alors ça c'est quand même formidable. La place royale, c'est-à-dire, hélas, notre place des Vosges depuis 1870. Je dis hélas parce que, même si j'aime beaucoup les Vosges, c'est quand même moins fort que ce nom d'origine que lui avait donné Henri IV. On se trouve dans une situation assez comparable. Voilà les dates, vous voyez, 1605, 1612, et puis il y a une nouvelle date qui vient par raccro, c'est la date à laquelle on a placé la statue de Louis XIII, cette fois-ci, statue qui, elle aussi, a disparu à la Révolution et qui est remplacée par une actuelle statue de marbre blanc, assez difficile comme monument, qui a été inaugurée par Charles X en 1829. Tout le monde connaît cette gravure très célèbre de Claude Chastillon, le carrousel pour les fiançailles du petit Louis XIII et de la petite Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, dont j'ai appris hier soir avec beaucoup de douleur qu'elle passait à la télé et qu'elle couchait avec Mazarin. Je veux dire qu'on est pris de folie, puisqu'il paraît qu'il y a des scènes au bord de la pornographie entre ce grand cardinal et cette reine très pieuse espagnole. Tout ça fait quand même de la peine. Et donc, là, c'est le fiançailles du petit Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il y a un grand carrousel qui est offert sur cette place. La place royale s'appelle comme ça parce que c'est Henri IV qui l'a voulu, bien sûr. C'est une place fabriquée par le roi. Mais c'est une place sans statue. Il n'y a pas de statue d'Henri IV sur la place qui porte ce nom. Si vous allez aujourd'hui place des Vosges, eh bien, vous verrez le médaillon d'Henri IV sur le pavillon du roi, qui est la porte d'entrée de la place. Aujourd'hui, on peut entrer par là, mais aussi souvent on entre par le fond, c'est-à-dire par la rue des Francs-Bourgeois ou par la rue du Pas de la Mule. Mais le vrai axe de composition, c'est d'entrer par la rue Saint-Antoine et prendre la rue de Birague, qui est une rue d'ailleurs en entonnoir, et qui vous conduit, malheureusement la circulation est en sens inverse, donc la lecture est perturbée, à passer sous ce pavillon du roi, qui comme par hasard ne s'appelait pas le pavillon du roi, mais le pavillon royal, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on y voit l'effigie d'Henri IV. Mais cette effigie a été sculptée à la Restauration, lorsqu'on a fait fond sur la popularité supposée d'Henri IV, pour restaurer la monarchie des Bourbons. Donc il n'y a pas d'effigie royale. Ce qui est royal, c'est l'espace que le roi a réussi à créer dans cette extravagante marché aux chevaux à moitié loti par les Valois qui subsistaient comme ça dans le Marais. Et ce cadeau du roi à la ville qui justifie ce nom, c'est cet espace de cette plus grande place, pendant très longtemps, la plus belle et la plus grande place par sa régularité et sa composition de Paris. Rien dans le Paris médiéval ne s'approchait d'une place de cette ampleur. Et dans l'idée du roi, cette place, elle n'a rien à voir avec sa gloire politique, ou plutôt entendue comme une gloire économique. Cette fois-ci, ça marche bien ensemble, puisque cette place, c'est un centre commercial, qui est appuyé normalement sur une manufacture de draps qui se trouvait sur le côté nord. Donc c'est une industrie qui forme le point de vue de la place. Et le roi a expressément demandé que le terre-plein de cette place soit vide pour permettre la fête et la promenade, parce que, dit-il, les Parisiens n'ont pas beaucoup d'espaces verts, comme on dirait aujourd'hui, et qu'ils ont besoin d'aller se promener dans de grands espaces ouverts. Donc un cadeau lié à l'idée de la promenade. Chez Henri IV, il y a beaucoup ça dans son urbanisme, que le Pont-Neuf soit ouvert sur la ville sans maison, que le Mail soit aménagé à l'Arsenal sous les fenêtres de Sully pour qu'on puisse se promener. Et bien sûr, plus tard, Marie Médicis terminera cette politique avec le cours La Reine, qui est devenu aujourd'hui une branche d'autoroute, mais qui était une promenade de très belle qualité. Alors, c'est ça, cette place royale, que Henri IV a voulu. Mais, et vous voyez ici le côté nord de la manufacture qui a disparu, puisque cette manufacture n'a pas fonctionné. Là, le roi n'a pas pu en imposer à l'économie. Et souvent, les chefs d'État disent l'économie va se plier, puis souvent, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Et donc, le pauvre Henri IV, il a voulu absolument sauvegarder sa manufacture, et puis elle a coulé. Et donc, il a fallu se résoudre à laisser lotir le dernier côté, et on a reproduit du coup un pavillon que les Parisiens ont appelé par malice le pavillon de la Reine, puisqu'il y avait de l'autre côté le pavillon du roi. C'est pour ça que les monuments historiques, qui sont toujours un peu farceurs, ont mis des fleurs de lys sur cette maison qui n'a jamais été la propriété de la couronne à la différence du pavillon du roi. Je raffine là. Si je regarde maintenant avec vous ce célèbre et très beau tableau du musée Carnavalet, malheureusement ma photo n'est pas fameuse, le décor a un petit peu changé. Et oui, le Paris des beaux et des belles, des beaux seigneurs et des belles dames de Louis XIII est passé par là. Et maintenant, il y a une promenade d'une belle dame
c'est l'aristocratie qui a investi les pavillons de la place qui avaient été construits pour des marchands et des ouvriers. Ben, ils ont trouvé que la place était bonne, alors ils l'ont prise. Ils auraient eu tort de se gêner. Et le grand désordre du carrousel si sympathique a fait place à un jardin qui est mis en ordre avec des barrières de bois pour éviter les petits malins qui coupent avec leurs carrosses et qui abîmeraient les pelouses, les parterres de gazon qui sont dans l'ancien terre-plein. Et donc on ne peut plus faire la fête parce que sinon on va anéantir les plantations du roi. Et puis bien sûr, la statue du roi est arrivée. C'est Richelieu, le cardinal de Richelieu, qui a voulu faire sa cour à son maître, ce qui était bien normal, et qui a donc eu l'idée de lui dresser une statue équestre en bronze, comme celle de son père, au centre de la place. Il a commandé en 1638 un piédestal en marbre de Carrare, inspiré de la base de la colonne Trajane, à son architecte favori Jacques Le Mercier. Et dessus, on a dressé un cheval qui a une très longue histoire et qui vient du XVIe siècle italien, sur lequel un sculpteur français a juché, en se trompant un peu dans les proportions, ce qui a fait beaucoup jaser à l'époque, un Louis XIII avec un casque à plumes de théâtre qui lui aussi a fait beaucoup jaser. On ne pourra plus jaser puisqu'elle a été détruite en 1792. Et cette statue de Louis XIII au milieu de cette cour très aristocratique qu'est cette place des Vosges à l'époque, eh bien, a profondément altéré la nature du projet royal d'Henri IV, évidemment. On a aristocratisé l'espace en fermant avec les barrières, en mettant le gazon pour empêcher le peuple de venir piétiner. Et ce faisant, on a fabriqué un jardin, et l'étape suivante, évidemment, c'est de mettre des grilles en fer à la place des grilles en bois. Ça se fera sous Louis XIV, avec la tête du roi sur les montants de la grille, cette fameuse grille que Victor Hugo, qui insultait depuis sa fenêtre les ouvriers, a vu détruire sous Louis-Philippe pour faire notre grille actuelle, qui n'est pas très fameuse. Et puis, la dernière étape de cette descente, c'est quand les propriétaires ont dit au roi, donnez-nous la clé des grilles, et ça va devenir un jardin privé qui servira à toutes les maisons alentours, dans le principe du square en Angleterre, à Londres, avec les maisons qui possèdent la clé du jardin central qu'on peut voir, mais dans lequel on ne peut pas entrer normalement. Et là, le roi répond, comme il se doit, non. Bien sûr, le jardin reste ouvert à tout le monde, comme il l'a été jusqu'à aujourd'hui. Bon, merci Louis XIV. Mais il est clair que la place royale a changé de nature, et que si on suit là-dedans, elle est bien devenue une place royale, puisqu'il y a une statue, et il y a un ensemble de maisons identiques qui forment l'écrin de cette statue. Seulement, après tout ce que je viens de vous dire, évidemment, ça ne marche plus très bien. Tout ça, c'est par raccro. La statue est arrivée après coup. Et le pauvre Jacques Le Mercier, il a eu beau déployer un trésor d'intelligence et d'habileté, parce que c'est un excellent architecte, la statue, elle est quand même dans un espace extraordinairement surdimensionné pour elle. Pour rendre un effet monumental, il aurait fallu que le piédestal soit plus haut, mais à ce moment-là, on aurait coupé la vue par les arcades sur la rue de Béarn et l'église des Minimes qui se trouve au fond. Et puis la statue ne pouvait pas excéder une certaine taille pour des raisons tout simplement techniques, la fonte, etc., de l'œuvre. Et donc la réduction par le jardin est déjà une forme d'espace dans l'espace qui a permis de minimiser un peu cette problématique. Quoi qu'il en soit, la place royale est donc une place royale au sens de l'avenant, par accident, et il est évident que pour les contemporains de Louis XIV qui vont mettre un peu d'ordre dans tout ça, ce qui ne va pas, c'est que ce n'est pas le même homme qui a fait la place, c'est le même homme qui a fait la statue. Il y a un problème de conception d'ensemble qui ne fonctionne pas. Et un des premiers théoriciens dont je vais parler maintenant s'inquiétera que ce soit bien le même architecte qui puisse être à l'origine des deux idées et qu'il y ait ainsi une harmonie parfaite entre les deux éléments. Voilà une autre gravure célèbre de Perelle. Là, il y a encore la possibilité, vous voyez, de marcher à travers les barrières de bois sur un terre-plein sablonneux, et puis bientôt, ce ne sera plus possible du tout, avec le cavalier de bronze au centre de la place. Alors, évidemment, et c'est là où je rallierai notre collègue américain, on arrive sous Louis XIV, en 1685, à ce que j'appelle donc le moment Louis XIV. C'est le moment vraiment où les places royales vont connaître un essor tout à fait fantastique. Un essor d'abord théorique, puisqu'on va s'inquiéter de réfléchir sur cette place, sur l'image de cette place dans la ville, sur l'image du prince dans la place, et parce qu'on va s'ingénier à ce que ces places soient immédiatement multipliées sur le territoire de la France, pays centralisé, Paris, etc. Et donc, en même temps qu'on se met en route pour des places parisiennes, on commande immédiatement les places en province. Il y a un phénomène extrêmement frappant de simultanéité. Ce n'est pas la province qui copie Paris, c'est tout le monde qui marche au pas, et le maître de musique qui fait marcher tout le monde au son des tambours militaires, c'est le ministre de la guerre, Louvois.
Et c'est Louvois qui va envoyer des circulaires très comminatoires, comme il fait, si vous connaissez le style épistolaire de Louvois, qui a laissé 3 fois plus de lettres que Napoléon, et qui a une activité est tout à fait extraordinaire comme ministre, mais enfin, le ton qu'il emploie en général est assez sec, pour ne pas dire plus. Vous ferez ci, vous ferez ça, et si ça ne marche pas, vous m'en rendrez compte et on avisera. C'est très clair pour tout le monde. Et donc, les lettres partent et tous les intendants s'actionnent en même temps. Il faut trouver dans les grandes villes la place pour le roi, la place du roi, la place royale. Et c'est pourquoi l'année 85 marque vraiment le départ de ce mouvement. C'est vraiment, on peut commencer par là très clairement. Et le théoricien dont je parlais, c'est Jean-François Lemay, qui va donner une histoire métallique du règne et qui va s'intéresser à la gloire et à la manière de mettre en scène la gloire du roi. Et il va réfléchir lui aussi dans son traité, qui va être prochainement réédité avec des notes accompagnant la réédition par ce collègue allemand dont je parlais, Hendrik Ziegler, une monumentale réédition d'un texte très très important. Donc c'est ce moment qu'on va examiner maintenant ensemble et qui là semble donner raison à l'avenant. Là on arrive enfin devant ce modèle de la place royale avec la statue et les façades écrins. J'ai pas mis l'image de Louis XIV parce que tout le monde, il est dans le disque dur français, hein, donc on le connaît bien. Mais j'ai rappelé tout de même la figure de son architecte parce que tout ça trouve son expression grâce à un architecte aussi génial que habile courtisan. Il est les deux, il n'est pas que un des deux, comme le croyait Saint-Simon, c'est Jules Hardouin-Mansart, dont nous avons fêté l'année dernière le tricentenaire de la mort, avec un colloque qui a eu lieu ici, à la Cité de l'Architecture, et au château de Versailles. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à cet architecte, j'ouvrirai en avril une exposition au musée Carnavalet. Faute d'avoir été dans l'année du millésime, il y aura une exposition Jules Hardouin-Mansart à Carnavalet. Elle devait être à l'origine à Versailles, mais on a préféré mettre Jeff Koons. Le portrait nous le montre superbe devant les Invalides que vous avez reconnus. C'est un prince de l'architecture. Le tableau date de 1685. Quelle belle coïncidence. C'est un tableau qu'il a commandé à Hyacinthe Rigaud, qui commence à faire sa belle carrière. Et ce tableau est au Louvre, assez peu visible, autant que je me souvienne. Il n'est pas exposé. Ce n'est pas un tableau très intéressant, sans doute. Voilà. Alors, la première place à laquelle on songe, parce qu'elle existe encore, parce qu'on l'aime tous, parce qu'elle est merveilleuse, c'est la place des Victoires à Paris, bien sûr. La place des Victoires qui est mise en route en 1685 et dont je vous ai mis la date terminale, puisqu'on connaît bien le chantier maintenant, 1692. Il a fallu donc, vous voyez, 7 années pour mettre en place cet espace merveilleux, comme il a fallu 1 an pour le massacrer au XIXe siècle, quand on a ouvert la rue Étienne Marcel et qu'on a défait l'ordonnance d'origine. Alors, la place des Victoires, ce qui est intéressant, c'est un tissu de légendes merveilleuses. Première des légendes, évidemment, c'est ce maréchal de la Feuillade, courtisan, fou amoureux de son roi, qui dit « Je veux faire quelque chose de formidable pour mon patron ». Alors, tout le monde se moque à la cour de lui, parce qu'il est tellement en admiration, c'est un courtisan béat. Dieu merci, paraît-il, ça n'existe plus, toutes ces choses-là. Et donc, il se dit « Je commande une statue de mon roi et je vais mettre la statue dans mon jardin ». Pourquoi pas? Après tout, il y a beaucoup d'aristocrates qui commandaient des figures du roi, soit en tableau, soit en buste. Lui, une statue en pierre, en marbre, à la romaine, de Martin Desjardins, qui est aujourd'hui conservée à l'Orangerie de Versailles. Et puis, il trouve que cette statue en marbre est bien, mais qu'une statue en bronze sera encore mieux, et il va commander une deuxième statue à Desjardins. Le roi trouve la première très belle, il lui dit que si on lui offre, ça lui fait plaisir, alors il est obligé de l'offrir, et c'est comme ça qu'elle est à Versailles. La deuxième statue, la seconde et dernière, ce sera une statue du prince à pied, en bronze, en habit de sacre. Cette fois-ci, les ambitions de la Feuillade sont plus grandes. Et la légende nous dit qu'il va acheter un hôtel particulier dans le cœur du vieux Paris, qui venait pourtant d'être loti sous Louis XIII, mais qu'il va bouleverser, vous voyez. C'est l'hôtel de Seine-Terre. Et ça, vous reconnaissez, c'est l'hôtel de Lavrière, c'est-à-dire la Banque de France, qui existe encore. Donc la place des Victoires est là. Hein. Elle prend sur ces 2 grandes maisons, l'hôtel d'Emery de Jacques Le Mercier, l'hôtel de Seine-Terre de Théodore d'Orléans, un architecte peu connu, et puis quelques maisons qui vont être grignotées ici. On va donc s'introduire dans un tissu urbain existant. Et ça, c'est tout de suite, évidemment, pour nous, quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qu'on va suivre. Quand on veut installer une place royale dans une ville comme Paris, très densément bâtie, ou comme dans certaines villes de la province, il faut détruire, c'est toute l'histoire de l'urbanisme est faite de destruction, et donc il faut s'introduire de force dans un espace urbain. On ne peut pas toujours être dans des zones non bâties. Donc, le propriétaire, on nous explique que la Feuillade achète une maison pour la raser,
et puis qu'à côté, la ville de Paris va acheter le reste des terrains, puis que la réunion des deux terrains va faire une place. Formidable, mais c'est pas vrai, évidemment. C'est pas vrai parce que la Feuillade n'a pas d'argent. Et donc d'abord, la première chose que nous découvrons en regardant les archives de presse, c'est que toute cette opération a été manipulée et payée par la Cour. Et là, c'est très intéressant parce que nous sommes là au cœur d'un problème qui nous intéresse, que je n'avais pas encore évoqué. Qu'est-ce qui commande la statue du roi? Qu'est-ce qui paye? Est-ce que c'est le roi lui-même? Alors si le roi paye sa propre statue, évidemment, ça nous gêne, nous, parce que ça rappelle des choses moins sympathiques du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que cette statue de cet homme qui se met en scène lui-même? Donc en réalité, la commande de la statue royale prend des voies détournées qui respectent la convenance. Ce n'est pas le roi qui dit « tiens, si on me faisait une statue ». C'est le roi qui propose qu'on vienne lui dire « tiens, si on vous faisait une statue ». Et il dit oui. C'est beaucoup plus subtil. Et ce n'est jamais le roi qui inaugure sa statue, parce que le roi ne peut pas se trouver en face du roi. Donc le roi est toujours malade le jour de l'inauguration de sa statue. Il envoie quelqu'un d'autre. Et quand on va inaugurer le Louis XIV de la place des Victoires, c'est le grand dauphin qui ira, son fils. Plus le gouverneur de Paris, etc., qui représente le roi et qui est l'épée du roi à Paris. Donc on nous fait croire que c'est la Feuillade qui s'enthousiasme tellement qu'il commande la statue, mais quand on regarde chez le notaire de la Feuillade, l'argent, c'est Louis XIV qui le donne pour payer le bronze, le sculpteur. Parce que le pauvre la Feuillade, c'est un maréchal, il a fait beaucoup la guerre, mais il n'a pas d'argent. Donc il achète l'hôtel et il fait tout de suite savoir que, bien sûr, on va mettre la statue dans le jardin, mais qu'il faut que la ville de Paris achète un peu plus, sinon on n'y arrivera pas. Et puis surtout, lui, il va abandonner le jardin, mais il garde l'hôtel. Ah oui, parce qu'il faut quand même bien avoir un toit pour se loger. Donc en réalité, l'histoire de la destruction de l'hôtel de la Feuillade, elle n'est pas tout à fait juste non plus. C'est plus compliqué que ça. On le devine sur ce célèbre document signé par Jules Arnaud Mansart lui-même en 1685, et qui est, vous voyez, le tracé de la place, qui n'est pas parfaitement circulaire, parce qu'on a renoncé à démolir ici les dernières maisons de ce front bâti, la rue Vide-Gousset, merveilleux nom qui existe encore, et la rue du Petit Reposoir. Là, on est dans la beauté de la toponymie parisienne. Et là, il aurait fallu encore acheter et raser 2 grands hôtels particuliers Louis XIII tout neufs, c'était pas possible. Donc on est venu poser, vous voyez, comme sur une tangente, ce cercle quasi parfait, avec au centre la statue pédestre du roi par Desjardins. Il faut se raccorder à ce qui existe, donc il y a un petit accès ici qui va aller vers la rue Croix des Petits Champs, et un accès ici qui va aller vers la rue Neuve des Petits Champs. Le problème de cette place telle que vous le voyez, c'est qu'il y a des traits qui sont portés en surimpression sur le document, un cercle ici, et puis ici des choses. Quand on les regarde de près, on s'aperçoit que c'est notre hôtel de la Feuillade. Il est là. Donc la Feuillade a dit au roi, la ville de Paris n'a qu'à acheter ça, moi je vous donne ça, mais je garde tout ça. Et il va procéder à des systèmes d'échange extrêmement subtils. Alors, je ne veux pas vous ennuyer avec des détails, mais pourquoi je vous raconte ça? C'est que, évidemment, ça change toute l'histoire de la place. Parce que la place des Victoires, qui est cet écrin de façade qui a l'air de tourner autour de la statue, à l'origine, ça devait être 2 côtés de maisons privées et un côté ici en gris de l'hôtel de Monsieur de la Feuillade, habitant sur la place. Il est le 3e côté du cercle, si j'ose dire. Et comme il a bien calculé au mètre carré, au centimètre carré ce qu'il avait donné et ce qu'il avait perdu, il s'est débrouillé pour dire au roi qu'il récupérerait le terrain en pointe jusqu'à la statue. Et de ce fait, la statue est bien au bout du jardin. Ah oui. Et la statue, elle regarde du côté des appartements de Monsieur de la Feuillade. Au premier étage de son grand appartement, il voyait son patron juste en face, le regarder, dans un regard de bronze. Et donc, c'est ça qui a été mis en œuvre, puisqu'on a le marché des grilles de fer forgé pour entourer le jardin. Ça a été fait, réellement, et puis défait. Défait parce que quand il est mort en 1991, on s'est aperçu qu'il y avait tellement de dettes qu'il a fallu raser l'hôtel et lotir la partie finale pour terminer le cercle. Autrement dit, la première pensée de Mansart, qui était de faire un cercle, avait été contrariée pendant 5 ans parce qu'il y avait un hôtel particulier monumental sur un des côtés. Cela vous explique pourquoi des auteurs ont dit que la place était ovoïque et les auteurs modernes ont dit que c'était une erreur. Il ne faut jamais penser que les gens du 7e font des erreurs aussi grossières, c'est nous qui ne comprenons pas. Ovoïque, bien sûr, parce que si vous tracez la ligne du jardin ici, la place est un ovale et pas un cercle. Démonstration vraiment nette et sans bavure. En 1691, mort de la Feuillade, je vous l'ai dit, les héritiers font les comptes, il faut vendre, et tout le bloc sud qui est face à l'hôtel de la Vrière va être détaché
On perce une rue au milieu qui avait existé, qu'on rouvre, qui est notre rue Catinat, et on dégage 2 blocs de terrain à droite et à gauche pour des promoteurs qui vont finir la place et revenir au premier dessin que nous connaissons. Alors, je reviendrai sur le détail de cette opération, mais regardons l'inauguration de la statue, sans le roi, puisqu'il n'est pas là, et vous avez ici le monument public, qui est la statue pédestre du roi, dans un chaos, puisqu'on a inauguré ça au début de l'année 86, quand les façades n'étaient pas construites. Donc on a fait un peu de propre, on a dressé quelques toiles sur des échafaudages pour faire bien, mais il n'y avait pas de maison, très peu. Il y en avait une ou deux qui étaient sur le côté, l'actuel côté du numéro 5, 7. Et on a inauguré la statue du roi. Cette statue du roi, évidemment, elle pose un problème terrible d'analyse iconographique. Le roi, debout, en habit de sacre, donc dans la majesté absolue de son pouvoir et de l'essence religieuse de son pouvoir, foule aux pieds une sorte de bête monstrueuse, une hydre à 3 têtes, et cette hydre, évidemment, elle fait allusion à la destruction du protestantisme par l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes. C'est donc une statue qui est une déclaration de guerre à la religion prétendument réformée, comme on disait à l'époque. Donc c'est une statue très violente sur son message politique. Le roi, fidèle au serment du sacre, est garant de l'unité de la foi dans son royaume, tous catholiques, les autres doivent sortir ou se convertir. Au pied du roi, il y a des esclaves, 4 figures d'esclaves que Desjardins a réalisées, qui là aussi nous ont été conservées grâce aux Jacobins, puisqu'on a sauvé les esclaves, ils sont au Louvre aujourd'hui, après des voyages divers et variés. Ces statues, on n'a pas peur d'utiliser une iconographie traditionnelle. Vous avez ça sur la statue des Médicis à Livourne, sur le port, des esclaves pour montrer qu'on est le plus fort. Alors les esclaves au pied du grand génie. Mais le problème, c'est que ces esclaves sont désignés nommément par les contemporains comme étant des pays européens vaincus par Louis XIV. Ça veut dire que les ambassadeurs de chacun des pays ont dû faire des courriers à leur maître pour expliquer qu'ils étaient représentés en esclaves se tordant de douleur au pied de Louis XIV. Ça a provoqué une explosion diplomatique. Toute l'Europe à feu et à sang diplomatiquement parlant. La France, évidemment, s'est fait mal voir une fois de plus par ses amis européens, qui ont fait remarquer que c'était ignoble que l'empereur, le roi d'Angleterre, etc., soient tous représentés comme des esclaves au pied de Louis XIV. C'est le problème de l'hypertrophie du moi Louis XIVien. Là, on arrive aux limites de ce qui est possible de faire. D'autant que la statue est dorée à la feuille. C'est la seule statue royale de tout l'Ancien Régime qui était dorée à la feuille et non pas laissée dans la couleur du bronze. Et si jamais on n'avait pas très bien compris où on voulait en venir, il y a une inscription en latin « Viro immortali », à l'homme immortel. Mais les protestants qui quittent la France en hurlant disent « c'est curieux que pour un chrétien, il prétende à l'immortalité comme un païen. Il n'est pas immortel, il va mourir. » Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et même les jésuites à la cour sont un peu gênés par cette exagération Louis XIVienne. D'autant que, tant qu'on y est, regardez, cette statue est flanquée par des groupes de colonnes de marbre qui portent des fanaux de marine qui sont commandés à Jean Bérin et qui brûlent jour et nuit. Ce sont des lanternes comme on met des bougies dans une église devant une statue ou un tableau. Et la nuit, eh bien, la dorure de la statue brille et se reflète sur les façades avec les jeux de lumière de ces énormes fanaux de marine. Autrement dit, la place des Victoires est une chapelle à ciel ouvert du culte royal. Il fallait oser quand même. Et là, on est vraiment au maximum du message de la place royale, et c'est ça qui a frappé, je crois, Lavedan, au point d'en faire un type. Mais c'est un type mort-né, puisqu'en fait, il n'y a que cet exemple où une place soit arrivée à ce point de mise en scène du prince, sacralisée dans l'espace public. Évidemment, s'il y avait eu l'hôtel particulier avec le jardin, la statue au bout du jardin, la situation aurait été très différente. Mais avec une place toute neutralisée par des façades de maisons identiques, et la statue avec ses 4 fanaux qui brûlent jour et nuit, enfin jour et nuit jusqu'à ce que les héritiers qui étaient en charge de payer aient dit stop en 1719 quand même, eh bien, jamais donc on avait atteint un tel niveau de flagornerie. Voilà la gravure de cette statue qui est couronnée d'une victoire, d'ailleurs qui suscite quelques sarcasmes, des critiques qui trouvent que cette femme embarrasse le roi en lui grimpant sur le dos. La gravure d'ailleurs, vous voyez, montre une espèce de maladresse quand même. Mais ça devait quand même être une belle statue. On peut rêver parce que Desjardins est un merveilleux sculpteur et on peut rêver surtout quand on voit la qualité de ce qui reste, évidemment. Les sublimes esclaves, avec ces visages tournant dans un mouvement circulaire qui fait tout spontanément penser à Rodin et à Calais, aux bourgeois de Calais, bien sûr. Tout à fait bouleversant. Mais la grande sculpture de bronze français, il n'y a plus besoin de faire de la publicité au XVIIe siècle, c'est absolument sublime.
Alors voilà, la statue dans sa place. Bien sûr, il y a les maisons qui ne vont pas très bien au fond, qu'on n'a pas pu démolir, hein, mais il y a donc ces façades neutralisées, et la statue avec les fanaux. Donc c'est une gravure du XVIIe siècle. Pour l'architecture, Jules Hardin Mansart est le chef d'orchestre. Il a donc dessiné les façades, dessiné le piédestal avec des jardins, et tâché, mais là on peut discuter de ce point, tâché d'harmoniser. Là, Lavedan était catégorique sur le fait qu'il y avait un rapport optique entre la statue et les façades. Pour le piéton, il fallait qu'il y ait un rapport d'équilibre de la statue dans l'espace. Trop grande, le roi est un tyran, trop petit, le roi est ridicule. Donc il faut trouver l'exacte échelle. Mais quand on voit les difficultés chaotiques de mise en place des façades, que je viens de brosser rapidement, on peut se demander quand même si Mansart a vraiment tout supervisé de A à Z. En tous les cas, la grande idée de Mansart, c'est d'utiliser ces façades, qui sont des façades types, des façades rideaux qu'on va tirer sur l'espace. Et j'insiste sur cette métaphore du rideau, parce qu'il y a donc ce désordre urbain qui s'arrête net aux portes de cette place, et on cache la ville par ce rideau de façade qui se raccorde à ce qu'il y a derrière, plus ou moins bien. C'est ça qui est fascinant avec la place des Victoires, et quand vous regardez, vous passez la tête sur le côté de la coulisse, la façade s'arrête et on a autre chose. Donc là, il y a un effet vraiment de théâtre qui montre bien le côté mise en scène de la monarchie, avec, vous voyez, un grand rez-de-chaussée, un soubassement à arcade. Je le décris un peu parce qu'après, vous allez voir, on va tellement le retrouver, c'est un des topoi de cette architecture qu'on peut le suivre jusqu'au XVIIIe siècle très tranquillement. Hein. On va même le retrouver exactement reproduit au XVIIIe. Donc regardons-le 5 minutes. Vous avez donc ce soubassement à arcade et bossage avec les têtes en clé qui rappellent ce goût chez Mansart des grands socles horizontaux et qui est le socle du château de Versailles également, hein, qui vient de l'architecture italienne de la Renaissance, de Bramante, hein, évidemment. Et puis au-dessus, un ordre colossal qui est par des rythmes de pilastres qui rythment chaque travée et qui crée, c'est très important ce rythme, une impossibilité d'avoir un axe de composition. Puisque toutes les travées sont rythmées par des pilastres, il n'y a pas de travée plus large, il n'y a pas de travée avec un fronton, tout le monde est derrière le même rideau. On ne peut pas faire la différence. La seule façon de faire la différence pour nous aujourd'hui, c'est les limites de gouttière, qui sont les limites de propriété. Mais on a l'impression d'une seule façade, même si derrière, il y a plein de maisons différentes. Et ça, c'est très important pour les contemporains. Ça veut dire, autour du roi, il y a une seule façade, parce que dans l'absolu, il faudrait presque qu'il n'y ait pas d'habitants. Il faudrait presque qu'on ne puisse pas habiter, ouvrir sa fenêtre, tousser, parler. C'est tellement sacré. Il faudrait qu'il n'y ait rien. C'est une des problématiques de la place royale. Qu'est-ce qu'on met autour du roi ? Et vous allez voir la réponse de Louvois qui est très intéressante. Cet ordre colossal, il réunit 2 étages. Et cet ordre colossal, il m'intéresse aussi parce qu'évidemment, il est condamné par l'Académie d'architecture. L'Académie royale, fondée en 1671 par Louis XIV et Colbert, qui a pour but de dire ce qui est beau et pas beau, ça nous fait rêver évidemment, et de dire s'il y a une recette idéale qu'on peut reproduire indéfiniment pour faire des chefs-d'œuvre. On croyait à ça encore au XVIIe siècle. Eh bien l'Académie dit il ne faut pas faire d'ordre colossal. L'ordre colossal, c'est pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est des ordres un par étage. Superposer les ordres, comme les Romains nous l'ont appris au Colisée, etc. Et Mansart est membre de l'Académie royale, et il sera bientôt son directeur. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je m'assois sur la règle que je suis censé promouvoir comme académicien » parce qu'il a compris que le pilastre colossal, ou la colonne engagée colossale, est à l'échelle d'une place monumentale dans la ville. Si on met des petits ordres superposés, on obtient des divisions de l'espace qui créent un effet d'architecture qui est manqué. Et ce n'est pas pour rien que ces grands pilastres colossaux auxquels nous sommes assez habitués reviennent en force dans l'architecture monumentale du XIXe siècle avec Haussmann. Tous les immeubles haussmanniens ont des pilastres colossaux parce qu'ils sont à l'échelle urbaine du tracé des grands percements. Il y a là donc quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre, et Mansart a bien compris l'importance de ce pilastre. Juché sur ce soubassement, la colonne sur le soubassement, la leçon de Bramante à la maison de Raphaël, le Palazzo Caprini à Rome. Donc voilà, ici nous sommes dans un ordre ionique, un ionique qui est, comme par hasard, le ionique de Scamozzi, modifié génétiquement par François Mansart. C'est le ionique royal du château de Versailles. On a été chercher l'ordre du roi à Versailles, celui du premier étage de l'enveloppe de Levau. Évidemment, c'était ni du dorique ni du corinthien, c'était l'ordre royal par excellence, l'ordre de Versailles. Voilà les gravures de Mariette qui montrent un joli clin d'œil. Mansart s'est calé sur le niveau de composition de l'hôtel de Lavrière, construit par son grand-oncle François qui lui avait appris l'architecture et dont il a pris le nom par un coup de génie commercial puisqu'il s'appelait Jules Hardouin. Et donc vous voyez le niveau dorique de la place correspond au millimètre, au portail dorique
avec cet extraordinaire motif in antis, tout à fait spectaculaire, du portail de l'hôtel de Lavrière, hélas détruit au XIXe siècle, et l'actuel n'a rien à voir. Alors voilà, cette place dévitalisée, avec ces maisons tordues, qui ne sont pas des hôtels particuliers, mais des maisons avec des courettes, et qui sont toutes tournées autour de cette statue, qui regarde donc à l'époque bien en face de l'hôtel de Lavrière, à défaut de regarder l'hôtel de la Feuillade. Et si on prend cette gravure qui est moins connue, qui est dans l'autre sens, si j'ose dire, de ce cercle, on voit bien que c'est la statue qui compte, avec ses façades. Et regardez ce que je vous disais, dès qu'on sort du rideau de théâtre, hop, on passe dans autre chose, autre échelle, autre architecture. On voit la coulisse, en fait. Et puis, voilà, ça c'est la première maison construite en 1685, le 5 place des Victoires, et malheureusement, au XIXe siècle, la percée haussmannienne de la rue Étienne-Marcel et le changement de gabarit des immeubles, tragique. On a rajouté, vous voyez, 2 grands niveaux, et cette maison se trouve cernée à droite et à gauche, mais Dieu merci, elle ne bougera plus, puisqu'elle est classée monument historique. Alors, la place des Victoires apparaît un peu comme le brouillon d'une autre place que nous connaissons bien, qui est la place Vendôme, la place Louis-le-Grand, la place de nos conquêtes, et qui est l'autre moment de cette année 85 à Paris. Très intéressante opération parce que d'abord nous avons affaire à une émulation, puisque la Feuillade a l'air de faire sa place, eh bien Louvois, le ministre, lui veut faire la sienne. Et dans une phrase très drôle, Madame de Maintenon dira plus tard dans ses mémoires en 1720, je crois, tous ces ministres qui assommaient mon mari pour passer à la postérité à sa place. Voilà. En gros, je traduis un peu violemment. Évidemment, la Feuillade voulait passer à la postérité avec la place des Victoires et Louvois avec la place Vendôme. Mais l'idée de Louvois est beaucoup plus intéressante et elle est au cœur de notre problématique de ce cycle du cours sur les monuments publics. Car la réponse à toutes les questions qu'on vient de soulever à propos de la place des Victoires, que Louvois nous propose, c'est de dire, autour d'un bâtiment, d'une place, comme une place royale, il ne peut pas y avoir de maison particulière. Et là, nous sommes dans un des travers du système français dans notre esprit. La légitimité, c'est seulement l'État et les administrations publiques. Ça, on sait bien en France que c'est comme ça et que ça ne changera pas. On est construit comme ça. Donc Louvois dit, moi, autour de ma place, il n'y aura pas de maison, il n'y aura que des bâtiments publics payés par la couronne. Et c'est là où le système se détraque, évidemment, parce que la facture pour l'État est telle que, comme il n'y a pas d'argent déjà, eh ben, ça ne se fait pas. Mais on aurait dû avoir une place monumentale entourée de bâtiments publics. La Bibliothèque royale, qui était très mal logée à l'époque dans 2 maisons quasiment squattées par Colbert, qui avait réussi à trouver 2 maisons à louer rue Vivienne, en face de l'actuelle Bibliothèque nationale, site Richelieu. L'Imprimerie royale, qui est squattée, elle, au Louvre. L'hôtel des ambassadeurs extraordinaire, quand on recevait des grands princes et leurs envoyés, on pouvait les loger dignement. La Monnaie, qui était très mal logée dans un recoin médiéval près du Pont-Neuf. On est loin encore du palais actuel. Et donc, je ne sais plus, j'en oublie encore une, mais enfin, des grandes administrations. Donc ça, c'est la première nouveauté, évidemment. Louvois dit, la place royale, c'est finalement une place, un espace public, à la romaine, avec des bâtiments publics. Et donc, c'est un centre administratif, presque, on pourrait dire. Et le roi sera au milieu de ses administrations, et potentiellement de ses administrés. Voilà un des premiers plans de ce projet, et nous découvrons aussi autre chose qui nous intéresse bougrement. C'est évidemment que ce n'est pas une place fermée, c'est une place ouverte. Il y a bien 3 côtés bâtis, mais regardez, tout le côté sud sur la rue Saint-Honoré actuelle, qui déjà porte ce nom, est entièrement ouvert. Donc ça n'a rien à voir avec cette petite place ronde très refermée qu'on vient de voir. C'est quelque chose de très vaste, comme un forum romain, ouvert comme ça, et entouré, regardez, non pas de rez-de-chaussée qui abritent, comme tout à l'heure, des fenêtres qui sont devenues seulement au XIXe siècle des boutiques, mais une promenade à couvert, sous arcade, comme Place des Vosges. Place des Vosges, c'était parce que le roi avait prévu des boutiques à l'origine, elles sont revenues au XIXe siècle. Là, c'est pour être à couvert, comme dans les forums impériaux romains, où on tourne autour des grands monuments dans des portiques. Et d'ailleurs, la métaphore romaine est clairement affichée par l'accès au nord, sur la rue qui va conduire à la rue des Petits Champs, notre rue Daniel Casanova, un arc de triomphe à la romaine, qui vient s'inscrire dans le paysage parisien des arcs
de la porte Saint-Martin, de la porte Saint-Denis, de la porte Saint-Antoine, de la porte Saint-Bernard, de Blondel et de Bulay. Au-delà, il y a un grand couvent, le couvent des Capucines, parce qu'on a délogé des religieuses pour faire tout ça, donc on les reloge dans un bastion de l'enceinte qui va toucher ici le boulevard et qui est aujourd'hui traversé par la rue de la Paix et aboutit à notre place de l'Opéra. Alors allons-y, puisque Louvois est ministre, il est à la fois, je vous le rappelle, surintendant des bâtiments du roi, il a succédé à Colbert, et ministre de la guerre, donc il a les deux casquettes, Bercy et rue de Valois, et il va mettre en scène cette extraordinaire construction. Il fait une chose assez logique, on commande la statue à François Girardon, cette fois-ci c'est une statue équestre, et là le modèle est directement romain, c'est le Marc Aurèle de la place du Capitole, la plus belle statue, la seule grande statue équestre léguée par l'Antiquité romaine, mais la française sera plus grande que l'antique. Ce sera la plus grande statue du monde, Cocorico. Et autour, Louvois va faire construire par Jules Ardois-Mansart, le même architecte que tout à l'heure, naturellement, un ensemble de façades qui se dressent dans le vide. Faisons déjà les façades, on verra après, nous semble nous dire Louvois. Derrière, les espaces sont réservés pour les différentes administrations. C'est du façadisme à l'état pur. Il n'y a pas de toiture, et il y aurait dû en avoir une, je vous rassure, mais il n'y a pas de toiture parce qu'on ne peut pas poser la toiture tant que le bâtiment n'a pas d'intérieur. Donc ce sont des façades dressées dans le vide, qui tiennent parce qu'elles sont d'une grande épaisseur, et ces façades monumentales, nous en avons des gravures, elles ont vraiment existé, elles ont été intégralement réalisées, et intégralement détruites pour faire notre place Vendôme, qui est la deuxième. Voilà la fête d'inauguration de la statue équestre en 1698, absolument magnifique chef-d'œuvre. Il nous en reste le pied au musée Carnavalet, juste le pied du roi, le pied gauche, je crois, du roi. Le roi n'est pas là, donc c'est à nouveau un cortège, il est toujours malade, donc il y a un cortège de princes de la cour, et voilà la statue du Marc Aurèle devenu Louis XIV, avec l'arc de triomphe qui laisse apercevoir l'église, seule notation chrétienne dans cet espace extrêmement à l'antique, et il nous manque que les toitures, et on a nos façades, et regardez comme par hasard, grand rez-de-chaussée à bossage qui abritera le passage sous arcade, et puis un ordre colossal de pilastres répétés, et un ordre, regardez, j'insiste, ionique royal, évidemment. La même architecture que la place des Victoires. Ce n'est pas une question de savoir si on veut faire une œuvre originale, ça n'a aucun sens dans l'architecture XVIIe. Ce qu'on veut, c'est une marque de fabrique de l'architecture royale. Alors pour l'Arc de Triomphe, on a eu plusieurs dessins possibles. Vous voyez qu'ici, on proposait un grand étage d'attique plutôt qu'un fronton. C'est un dessin qui se trouve conservé à Stockholm, dans la collection du National Museum Tessin. Et voilà l'élévation, vous voyez, très claire. Ça, c'est un angle, donc on a bien un promenoir sous arcade, et puis les deux étages réunis par un pilastre colossal avec un chapiteau ionique versaillais, scamozien, transformé, qui est la signature de l'architecture royale à ce moment-là, et que Mansart affectionne particulièrement, cet ordre ionique. Pour la statue, on est reparti dans l'emphase, et je vous montre ici un dessin inédit qui vient d'être retrouvé et qui sera exposé à l'exposition au musée Carnavalet. C'est un dessin du piédestal de cette statue équestre de Girardon, piédestal où Mansart propose des colonnes en plus des statues. Toujours dans une emphase démonstrative tout à fait extraordinaire, on a les inscriptions, les colonnes et les statues allégoriques. On montre la maquette à Charles Lebrun, qui répond que le pauvre architecte a fait un cabinet d'Allemagne, c'est-à-dire une espèce de gros meuble. Mais finalement, il n'y aura pas de colonnes et pas de statues au pied de la composition, il y aura des grandes inscriptions. La statue équestre, nous pouvons encore rêver à sa splendeur grâce au tirage des petits modelli en bronze qui existent à plusieurs exemplaires sur la surface de la Terre. Et l'un des plus anciens et des mieux conservés, celui du Louvre, d'où j'ai tiré cette photographie, une figure qui a marqué profondément, là pour le coup, autant le modèle de la place s'exporte assez difficilement, autant la statue là, mais c'est jamais que la variation du Marc Aurèle a profondément marqué les figures de princes au XVIIIe siècle. Alors, vous allez me dire, ces bâtiments administratifs, très bien, mais eh bien, on a commencé de les faire quand même. Et on a commencé, peut-être, c'est un joli symbole, on a commencé par le plus précieux pour l'esprit, on a commencé par la Bibliothèque royale. La Bibliothèque royale que Mansart va construire sur le côté occidental, c'est-à-dire là où il y a notre ministère de la Justice aujourd'hui et quelques maisons particulières et l'hôtel Ritz.
un grand bâtiment, vous voyez, très impressionnant. Je n'ai pu vous en montrer qu'un bout, parce qu'il faut imaginer que cette galerie là, irait jusque dans le mur qui est à ma droite. Et ça, c'est la cour de la bibliothèque, et puis il y a une autre grande cour avec ce mur aveugle sur lequel sont adossés tous les rayonnages des livres. Vous voyez, ça c'est le développé de l'aile immense. Ça c'est le promenoir du rez-de-chaussée côté place. Hein. Ça c'est la galerie des livres, et ça c'est les lucarnes de la toiture qui auraient dû regarder la place. Donc on est en coupe sur le bâtiment occidental. Mais évidemment, lorsque Louvois meurt, en 1691, il n'y a plus de promoteur pour pousser en avant ce projet extraordinaire, et finalement, on reste avec ces façades qui se dressent dans le vide. Et on arrive à une deuxième place, un acte 2, qui est notre place, évidemment Vendôme, actuelle, immortalisée par la forme célèbre dans les années 30 d'un bouchon de flacon de parfum. C'est l'octogone. Sur ce plan un peu chargé, je vous montre la superposition des deux espaces. Voilà la place que je viens de décrire, avec l'Arc de Triomphe, et voilà la nouvelle place que nous connaissons. Peut-être vous trouverez que la place actuelle Vendôme est très grande. Ben regardez, elle est toute petite par rapport à ce qui avait été prévu. Elle est, vous voyez, moins épaisse et surtout moins profonde. On aurait donc eu une place qui aurait été peut-être un tiers plus grande que notre actuelle place et totalement ouverte sur le sud. Ça changeait complètement les choses. Alors, naturellement, c'est un jeu que l'État pratique encore aujourd'hui avec beaucoup d'habileté, c'est le célèbre jeu de la patate chaude. Il faut refiler le bébé à quelqu'un. Quelqu'un qui aurait peut-être un peu plus d'argent que l'État. Alors ce quelqu'un, c'est la ville de Paris, naturellement, qui va se voir offrir très généreusement cette place, avec ses façades qui se dressent dans le vide et ses terrains vides. La ville de Paris, très affolée par l'absence d'argent dans ses propres caisses, va trouver, à la fin de la fin, il y a toujours un groupe de promoteurs privés. Et les promoteurs privés qui arrivent ici, ils disent au roi, avec toute la prudence qui convient lorsqu'on parle à Louis le Grand, très bien, nous allons reprendre le dossier, mais avec la permission de Sa Majesté, nous ne ferons pas tout à fait la même chose, et nous allons même carrément changer complètement l'architecture en resserrant l'espace. Parce qu'évidemment, en resserrant l'espace, ça fait plus de terrain à vendre pour les clients potentiels de l'opération. Donc cet magnifique montage politico-administratif de bâtiments publics de Louvois s'effondre dans une promotion immobilière tout à fait banale, si j'ose dire. Alors la difficulté, c'est qu'après avoir fait une tentative de sauvetage des façades, le roi cède immédiatement et tout est détruit, on récupère les pierres qui sont en bon état et on repart à zéro. Mais on va faire une chose assez habile, on va dire au roi, on garde l'architecte, on reprend Jules Hardouin-Mansart, rassurez-vous. Et la statue, elle a été posée, elle reste. C'est qu'au lieu d'être là, au 1/3, 2/3 de l'ancienne place, ça sera au centre de la nouvelle place qui est calibrée autour d'elle. Donc le roi reste quand même le moteur de la construction. Voilà le différentiel, vous voyez. La statue était proche de l'Arc de Triomphe, parce que, idée de génie, on avait l'impression que le cavalier venait de passer sous l'arc, comme le général triomphateur romain. Et tandis que là, évidemment, elle est maintenant au centre de cette place. Et là, on se heurte à une difficulté que l'Académie vient à nouveau souligner du doigt. On ne doit pas faire de pans coupés dans l'architecture. Très vilain. Et Mansart répond, cette fois-ci, là, moi, j'y suis pour rien. Les promoteurs ont fait remarquer que si on ne veut pas perdre de place dans les angles, parce qu'un angle ouvert, c'est perdu, si on veut une maison de plus, il faut rabattre une façade ici. Ça fera un hôtel de plus dans chaque angle. Donc, il faut en passer par l'octogone. Encore un dessin inédit qui a été retrouvé à Carnavalet. C'est bien, les musées, on retrouve des choses, rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà un détail de mise au point de l'architecture. Vous reconnaissez l'écriture monumentale mansardienne des places royales, mais, petit détail, l'ordre ionique a disparu. Nous sommes dans un ordre corinthien. Le corinthien, dans l'ordre des ordres grecs, il est supérieur à l'ordre ionique, c'est le plus bel ordre. Pourquoi a-t-on fait ça? Selon moi, c'est une forme de rattrapage. On perd de la place, on perd de l'ambition, mais on vous met un ordre plus joli pour rattraper un peu le coup. Donc je pense qu'il y a là un effet de compensation dans la surenchère de l'ordre. Et puis, on prévoit donc ces grandes feuilles dessinées et lavées en couleur. C'est un dessin qui fait 2 mètres que j'avais exposé à Nancy et qui est évidemment un dessin de présentation au roi. C'est ce qu'on lui a montré pour lui dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. C'est un dessin de 1699, sorti de l'agence, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Et on se lance dans la réalisation de cette architecture que vous connaissez bien. Il y a quelque chose de différent par rapport à tout ce que j'ai expliqué dans la place des Victoires, c'est que cette fois-ci, il y a des points forts de la composition, puisque regardez, il y a des frontons. Il y en a un sur le centre du grand côté,
qui forment avant-corps avec 2 ressorts, et il y en a sur les angles. Parce que Mansart, comme il est intelligent, a fait ce que font tous les architectes quand il y a un chameau, on en met encore plus. Donc là où il y avait un chameau, c'est-à-dire le pan coupé, il a rajouté un fronton, pour que ce soit tellement extraordinaire qu'on ne fasse plus attention au pan coupé. Mais ce faisant, qui va habiter derrière ces façades? Maintenant que ce ne sont plus des bâtiments administratifs. Évidemment, des particuliers. Voilà une autre vue du musée Carnavalet, avec cette fois-ci donc un meilleur dégagement sur l'église des Capucines où était enterré Louvois. Donc, la difficulté, c'est que les aristocrates qui vont acheter, les banquiers, en voilà 2 qui sont à la fenêtre, regardez, qui discutent, c'est merveilleux ce petit détail. Il y en a un qui fait on a l'impression qu'il visite pour voir si c'est bien comme ce qu'il avait demandé, parce que c'est un dessin de 1705, donc les plâtres sont encore frais. Hein. Regardez, c'est merveilleux, ces petits détails-là. Eh bien, évidemment, ils achètent, il y a des portes cochères, et puis il y a ces frontons, donc est-ce qu'on va assister à une individualisation des maisons qui sont derrière ce rideau ou pas? C'est une vraie question. Et là, c'est un enjeu énorme pour la couronne. Alors, je laisse un peu de suspense, je vous montre une autre vue avant de répondre à cette question. Une autre vue qui montre bien le caractère mis en lumière par l'avenant. Regardez, là, on est bien dans l'écrin fermé autour de la statue, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas une construction intellectuelle, c'est du rattrapage de promoteurs immobiliers. Donc là, la théorie s'affaisse à nouveau. Et puis, sur le plan Turgot, on voit très bien, évidemment, cet effet de façon dont la ville a été repoussée. Alors, je réponds à la question que je me suis à moi-même posée. Quid des frontons et des hôtels? Est-ce qu'on va pouvoir faire un peu de démonstration? Parce qu'un aristocrate, ce qu'il veut, lui, c'est mettre ses armoiries, son blason, son chiffre. Mais là, si vous me faites confiance, ou si vous avez d'excellents yeux, là, il y a 3 fleurs de lys quand même. Hein. Ce sont les armes de France. Il y a la couronne fermée, et les ordres du roi, l'ordre de Saint-Michel et l'ordre du Saint-Esprit. Et puis dans le balcon, le chiffre, c'est toujours le même, c'est la lettre L. Alors, quel que soit le propriétaire, c'est L comme Louis. Et au centre, la tête du soleil apollinien, c'est le roi. Donc il n'y a pas d'individualité. Tout le monde est derrière une façade monarchique. Et quand vous regardez, là c'est une photographie de Georges Fessy, post-révolutionnaire, si j'ose dire. Les révolutionnaires ont gratté ici les fleurs de lys, mais c'était les armes de France, pas les armes du propriétaire de ce pan coupé au numéro 7 qui s'appelait Jules Hardouin-Mansart, puisque c'est un hôtel de la famille. C'est aujourd'hui la cour Vendôme qui vous permet de passer dans un immeuble années 30 assez spectaculaire en travertin. On se croirait dans la Rome de Mussolini et vous ressortez dans la rue derrière Saint-Honoré. Voilà, ça c'est une photo d'un photographe aussi professionnel. Vous enlevez les stores qui cassent l'architecture et qui sont ceux de l'hôtel Ritz, et vous obtenez cette espèce de remplissage fantastique. Regardez la cadence de cette architecture, c'est absolument sublime. Et puis partout, Louis XIV nous fait des petits clins d'œil dorés, partout, 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 partout. Donc il n'y a pas, pour personne autour de la place, même les plus grands princes qui ont habité là au XVIIIe, se sont mis derrière des façades qui développaient un discours royal. Et ici, lorsqu'on a refait les armes après la Révolution, vous voyez, on a remis ici au numéro 14, donc c'est la partie centrale qu'on voyait sur le dessin tout à l'heure du côté est, les armes de France avec la couronne. Ça flotte un peu, on dirait que les armes sont sur un ballon de foot, parce qu'évidemment, il manque les couronnes, les ordres qui avaient été grattés, on ne les a pas restitués. Voilà, donc vous connaissez cette place, j'en excepte le sol posé après la construction du parking en 1992 et ces petits bitonniaux en inox que j'ai comptés, il y en a 682. Et vous retrouvez à peu près l'architecture d'origine. J'en excepte quelques Velux également, mais ça, on ne peut pas empêcher la prolifération de... Voilà. Alors, la place Vendôme, un rattrapage de justesse. Fantastique rattrapage, mais enfin quand même un rattrapage. Et puis finalement, cette place, à quoi elle sert ? La place des Victoires, c'était comme un petit bijou, elle est toute petite, un écrin entre 3 rues, mais la place Vendôme, elle est grande. Est-ce qu'on peut laisser un tel espace vide seulement pour aller rendre hommage à Louis XIV ? Bien, la réponse des contemporains est non. Et on va installer sur cette place l'antithèse de l'essence monarchique et du respect sacré qu'on doit au roi. On installe un marché avec une foire, qui est la foire Saint-Ovide, depuis qu'on a récupéré des reliques de ce saint. Donc, chaque année, il y a la foire Saint-Ovide, et on a beau avoir fait, regardez, des admirables constructions pour des mariages royaux, pour des feux d'artifice, qui sont gravés ici par Cochin, ça reste quand même un marché avec du bruit, des étals.
etc. Et donc, évidemment, là, il y a un copier-coller, si vous me permettez, qui est tout à fait saisissant, avec le roi de bronze au centre, les façades cadencées de Mansart, les armes de France qui sont partout à droite et à gauche, et puis tout autour, une agitation fantastique d'une place marchande en plein cœur de la capitale. Et là, donc, la fonction sacrée se trouve mélangée à une fonction marchande, commerçante, bourgeoise, populaire, qui vient évidemment télescoper le message d'origine. Alors, on ne va pas rester qu'à Paris dans cet examen, évidemment, parce que toute la province a été sommée donc de se mettre à l'heure parisienne par Louvois et les ramifications de la cour. Notamment en Bourgogne, Dijon est devenu le siège permanent et unique de la cour des États de Bourgogne, en 1668, autant que je me souvienne, et ce sont les princes de Condé, donc des cousins du roi, qui sont les gouverneurs. Donc Dijon est une ville qui est évidemment toute désignée pour recevoir une place royale. Et notre ami Jules de Mansart est celui qui, naturellement, comme il travaille en plus à Chantilly pour les Condé, va être choisi pour faire la rénovation de cette place informe qui se trouve en face du logis du roi, le nom qu'on donne depuis que Louis XI a mis la main dessus, à tout cet ensemble de bâtiments qui provient des ducs de Bourgogne, avec la fameuse tour qui existe encore ici, qui est symbole de ce pouvoir de la province. Donc l'église, en revanche, ici, n'existe plus. Donc c'est Jules de Mansart qui est mis en scène, et vous avez là une admirable vue, qui est un recueil, extraite d'un recueil factice qui se trouve conservé à la bibliothèque de la Sorbonne, avec tous les plans coupe-élévation de cette place royale de Dijon, qui s'appelle aujourd'hui, je crois, la place de la Libération, et qui vient d'être reliftée par un architecte à la mode, dont je ne me prononcerai pas sur la qualité des travaux. Et vous voyez ici que Mansart propose de terminer et de rationaliser le palais des États. C'est ce qui sera fait, mais seulement au XIXe siècle. On arrivera à finir complètement ce dessin qui date des années 1680. Et puis ici, une place qui vient au-devant avec la statue qui est sur un des bords, ici. C'est une statue équestre commandée à Étienne le Hongre, un proche de Jules Lardouin, pour lequel il va donner là aussi à nouveau des dessins très précis que nous possédons. Et là, nous avons encore la preuve de l'ingéniosité de Jules de Mansart. Et nous avons, c'est là où je veux en venir, encore une autre typologie qui se met en place. On a vu la place fermée, la place écrin, on a vu la place ouverte, et maintenant nous avons la place parvis, c'est-à-dire la place qui dégage un monument. Puisque, vous le voyez, le grand monument qui sert d'axe de composition ici, c'est le palais, avec la porte donc qui va venir au centre ici de la composition, même si la salle des États en fait est là, et que c'est là que ça se passe à l'époque. Et l'architecte va, regardez, récupérer un espace qui est typiquement un espace médiéval, un peu biscornu, et il va l'habiller d'un rideau d'arcade. Regardez, là on ne touche pas, il y a un peu de profondeur, qui sont seulement des arcades à rez-de-chaussée, une grande horizontale barrée donc de bossage, qui donne cette forme très agréable, semi-circulaire, comme une sorte d'amphithéâtre dans laquelle va prendre place la statue. Et voilà le dessin en élévation perspective de ces arcades à bossage, couronnées d'une balustrade. Il n'y a pas besoin de ces grandes façades, il n'y a pas la place de ces grandes façades. Mais il y a tout le rez-de-chaussée, et l'idée de Mansart, c'est une idée de mettre ici des boutiques qui vont créer une animation autour de la place. Revoilà le commerce qui vient encore nous encombrer, là. Donc voilà ce que ça donne avec le palais, en noir ce qui existait à l'époque, en rouge qu'on va se proposer de finir pour donner une homogénéité au projet, et puis, vous voyez, la place ici, qui vient régulariser. On possède les dessins paraphés par Mansart, vous voyez, élévation de la statue équestre du Rouet, avec son piédestal, Mansart. Façade latérale, façade principale qui regarde vers le palais. Donc une documentation très, très bien connue depuis les travaux d'Yves Beauvallot. On a même le plan, regardez, un très beau document d'architecture, le plan au sol du piédestal et de sa mise en œuvre. Et puis on a même ces deux petits personnages qui viennent faire un brin de causette et qui viennent voir le roi, à cheval. La statue était réalisée, elle a été posée seulement au début du règne de Louis XV. Alors ce qui m'intéresse évidemment à Dijon, c'est que qu'est-ce qu'on vient voir sur cette place royale? Est-ce qu'on vient voir Louis XIV ou est-ce qu'on vient voir la façade du palais des États où se déroulent les États de la province, avec tout ce que ça représente pour la Bourgogne? Il y a manifestement deux pouvoirs, et quand il y a deux pouvoirs, il y en a un de trop. C'est une des problématiques qu'on va avoir à examiner maintenant, qu'on aborde le XVIIIe siècle. Mais il reste encore une chose que je voudrais évoquer pour Louis XIV, c'est le Peyroux à Montpellier.
La place du Pérou, c'est une place qui peut aujourd'hui vous apparaître à la visite comme un endroit qui respire un peu le néoclassicisme, mais là aussi, nous sommes obligés de remonter à l'année 85-86 et à la commande d'une statue de Louis XIV par les États du Languedoc. Seulement voilà, à Montpellier, une ville qui a une longue histoire avec la monarchie. Il a fallu la prendre avec les protestants, Louis XIII, le siège, etc., en 1620-22. Et c'est pas qu'on y mette de la mauvaise volonté, mais on n'arrive pas à trouver l'espace pour faire une place royale dans la ville. Parce que la ville a cette forme en amande, enfermée dans ses murailles, elle est très densément bâtie. Et alors on cherche des endroits où on pourrait, en cassant un peu, aménager quelque chose pour mettre la statue équestre. Mais c'est pas très bien, ça marche pas très bien. Et c'est l'intendant lui-même qui va dire, et si on mettait le roi en dehors de la ville, en dehors des murs? Stupeur, scandale. Évidemment, il y a quelque chose de très beau qui rappelle l'alliance et la fidélité de Montpellier à la couronne, c'est l'arc de la place du Pérou, c'est-à-dire la porte qui permet de sortir de la ville, qui interrompt l'enceinte médiévale et qui donne sur cette esplanade merveilleuse balayée par les vents. Et c'est une porte qui a été faite par un élève de Jules Ardemonsart d'ailleurs, Augustin Charles d'Avillers, le fameux d'Avillers du traité d'architecture de 1691, du cours d'architecture. Mais cette porte, évidemment, elle donne sur la campagne. Et l'intendant dit, elle pourrait donner sur la place avec la statue du roi. La voilà, et elle est dédiée bien sûr à Ludovico Magno, à Louis le Grand, très belle porte en style rustique avec ses grands médaillons sculptés. Elle a été restaurée, là c'est une photo ancienne, hein. Maintenant elle est un peu fluo, donc je préfère cette photo. Et voilà, on en finit avec ce piédestal là, de Robert de Cotte. Mais à la fin de la fin, et j'anticipe un peu, mais j'y reviendrai après, ben voilà, la ville est à gauche, il y a l'arc de triomphe ici, et puis la statue est là, elle est posée sur cette immense esplanade, et là, il n'y a pas de possibilité de construire non plus. Là, nous avons une place totalement ouverte. C'est plus la place ouverte sur un côté comme la place Vendôme, on a maintenant affaire véritablement à un espace où seul le vent, le soleil, les éléments accompagnent le roi. Donc le roi a l'air d'être sorti de la ville, il se promène à cheval autour de la ville. Évidemment, ce n'est pas tout à fait l'image qu'avait voulu donner Louis XIV dans ses provinces, qui avait un peu résisté à la monarchie bourbonienne. Et je fais retour à Paris pour vous montrer un projet très peu connu des Français, qui a été découvert par Clary, donc l'Américain. C'est quand même une belle leçon de modestie pour nous. Ça dormait dans les papiers de la Bibliothèque nationale. C'est un projet pour faire une place royale à l'emplacement de ce qui s'appelle aujourd'hui la place de la Concorde. Mais c'est un projet qui date de 1715. Donc on est quand même 43 ans avant le premier concours de la place Louis XV. Vous reconnaissez la Seine, le cours royal, le jardin des Tuileries. Ça, c'est le très beau bastion du XVIe siècle qui a été détruit par le ministère de la Culture lors des travaux du musée de l'Orangerie, scandaleusement il y a 4 ans. Plus belle découverte archéologique faite dans le centre de Paris, passée au bulldozer, des fossés. Et puis un espace gyrovague qui conduit à la fameuse allée cavalière dégageant les Tuileries, nos Champs-Élysées. Vous reconnaissez le départ ici d'une fausse patte d'oie, parce qu'on ne peut pas aller vers là, puisqu'il y a le faubourg Saint-Honoré, et qu'il y avait déjà des beaux hôtels, dont le palais de l'Élysée est le plus célèbre. Alors, l'architecte qui a fait ça, qui est peut-être le beau-frère de Jules Ardemonsart, Robert de Cotte. Et Robert de Cotte, il est chargé d'installer le petit roi Louis XV qui habite aux Tuileries pendant la Régence. On a quitté Versailles en 1715 à la mort du grand roi. Alors Robert de Cotte fait des petites choses aux Tuileries, dans le jardin, et puis peut-être aussi il a eu l'idée de proposer cet aménagement. Alors évidemment, ce n'est pas une statue équestre de l'enfant roi, c'est une statue équestre de l'arrière-grand-père. Et il y a un abreuvoir avec un pédiluve pour les chevaux ici, très beau. Depuis que cette photo a été prise, la retombe ici a été arrachée, donc on ne voit plus ça sur le document original. Et donc on propose de mettre la statue dans un espace totalement ouvert, entouré simplement de fossés, vous voyez. Tiens, des fossés qui entourent une plateforme au centre de la place, là, c'est quand même extraordinaire. Et alors le clin d'œil final, c'est quand même l'obélisque. Hein. Il y a 2 obélisques sur le petit axe mineur. Là, on ne peut pas avoir un clin d'œil plus fort de l'histoire. Nous savons qu'il y a eu une part d'exécution de ce projet, puisque regardez sur le plan Turgot, on voit très bien les fossés. Donc on avait commencé d'aménager une place royale au bout de ce qu'on appelait le pont tournant entre les Tuileries et les Champs-Élysées. Et comme la place de Montpellier, la même année, on est dans une place complètement ouverte. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Évidemment, la théorie de l'avenant ne tient pas. Il y a, dès le règne de Louis XIV, 3 solutions possibles. La place totalement fermée, écrin, illustrée par la place des Victoires, qui n'a aucune descendance,
dans le XVIIIe siècle français, et avec la place Vendôme. La place ouverte complètement, Pérou et premier projet de place ici à la Concorde, on y reviendra, qui a une descendance accidentelle avec la place de la Concorde, justement la place Louis XV, celle que nous connaissons. Et puis le troisième type que je voudrais bien mettre en valeur et qui va être celui qu'on va regarder, là je déborde un peu donc je vais accélérer, et qui est la place qui succède et qui triomphe au XVIIIe siècle, c'est la place Parvis, comme à Dijon, qui est une place qui met en scène un monument, avec là une grande difficulté pour la monarchie qui est de gérer la coexistence de la statue du roi avec un autre pouvoir qui peut s'exprimer sur la place, par un bâtiment ou un autre. Alors nous entrons dans quel modèle pour le siècle de Louis XV ? Louis XV qui en plus a une façon de voir les choses, de gouverner, qui est très radicalement différente de son arrière-grand-père, même s'il est obnubilé par cette figure écrasante, psychanalytiquement écrasante. Hein. Mais enfin, c'est pas un roi de guerre, c'est un roi de paix. C'est un roi très, très civil. Ah, voilà, on ne résiste pas. Là, je me suis dit, tiens, ça pour... Je le mets quand même, le plus bel homme du royaume, hein, le pastel de Quentin de la Tour, dans son cadre aux armes. Au musée du Louvre, c'est toujours agréable de revoir ce très beau portrait français. Il a des bons architectes avec lui, c'est toujours la famille. Hein. Après le beau-frère Robert de Cotte, c'est le cousin Gabriel, Jacques Gabriel. Et puis quand Jacques Gabriel, premier architecte du roi, sera mort en 1742, il y aura le fils, Ange Jacques Gabriel, celui de la Concorde. Et comme ça, c'est la même famille qui fabrique ses places royales depuis le Jules Hardouin jusqu'à Louis XVI. Alors voilà la question qu'on peut poser. Où est le pouvoir ? Avec l'affaire de Rennes. À Rennes, grand incendie en 1720, vous le savez. Grande partie de la ville est abîmée. Un miraculé, le palais de justice de Salomon de Brosse, qui a brûlé en 1994, pas de chance, hein, pour des raisons diverses et variées. Et c'est le palais des États de Bretagne, attention, donc c'est un monument important, et il est un miraculé de l'incendie. Vous voyez que les gravures de Huguet rendent bien la folie de ce désastre. Et l'ingénieur de la province, Roblin, qui est chargé de mettre un peu en ordre tout ça, eh bien, il va imaginer de dégager le Parlement de Bretagne par une place ici, vous voyez, place du Parlement, et puis on va créer une deuxième place qui permettra peut-être de mettre d'autres édifices publics. Nous sommes dans le siècle des grands édifices publics, comme mes collègues avant moi et après moi le démontrent. Et donc, Roblin, qui est un ingénieur militaire, avec lequel la noblesse et la bourgeoisie de Rennes ne s'entendent pas très bien, parce qu'il voudrait faire marcher un peu tout le monde à la baguette. Et il a proposé des immeubles qui ressemblent un peu aux immeubles parisiens. Il a dit on pourrait faire des immeubles qui soient sur un modèle. Vous voyez, par exemple, il reprend ici l'élévation de la place des Victoires, mais il rajoute un étage d'attique, plus le comble, et il obtient une élévation qui est évidemment moins séduisante, mais qui est plus rentable. Et vous avez une très belle coupe ici, qui a un très bel intérieur. Ce sont des dessins qui sont conservés aux archives de Rennes, aux archives nationales. Et ils ont été réalisés, une partie de ces immeubles de Roblin. Regardez. J'ai photographié ici sur la place du Parlement, qui est donc bien sûr promise à devenir une place royale, l'élévation, vous voyez, de Roblin. Elle n'est pas sans noblesse, mais regardez ce qui s'est produit entre-temps. On est venu chercher un Parisien, Jacques Gabriel, à qui on a dit que Roblin déplaisait et que peut-être Paris pourrait se mêler de cette affaire, comme on avait déjà fait avec Salomon de Brosse quelques années auparavant. Et donc, eh bien, Gabriel arrive et il dit, cette place devant le Parlement, c'est une place royale. Et il propose une architecture, vous voyez, qui est évidemment exactement la place de Victoire. Et il met tout le monde en ordre autour de la statue du souverain. Grande inauguration de cette très belle gravure de Huguet. Attention, un détail extrêmement intéressant. Ici, au centre de la composition, je vous remontre en agrandissement ce qu'il y avait à l'origine sur la façade de Salomon de Brosse. Il y avait un escalier monumental avec des parlementaires, ici, qui regardent l'incendie, mais c'est le grand escalier que montent les parlementaires en grand habit avec effet de manche lors de la rentrée parlementaire. Terminés les effets de manche, avec l'architecte Gabriel, on retranche cet escalier monumental extérieur à l'italienne qui permettait de faire la montre, et on le glisse à l'intérieur de l'édifice, dans la cour. Les parlementaires rentrent par une petite porte, parce qu'il n'y a qu'un patron en France, sous l'Ancien Régime, c'est le roi. Alors, c'est lui la vedette. Pas question que les parlementaires fassent autre chose que de regarder par la fenêtre le patron. Et donc nous avons ici une réorganisation symbolique par le retranchement d'un corps d'architecture. C'est fascinant.
Et puis, les modèles des façades identiques copiés sur la place des Victoires. Copiés tout simplement. Gabriel est en admiration devant le grand Jules de Mansart, qui est mort depuis déjà pas mal d'années. On prend l'architecture et on prend l'ordre ionique royal de Versailles. Et on y va. Et il y a quelques années, dans un livre, on a reproduit cette photographie avec une légende, il y avait marqué « Place des Victoires ». Évidemment, ça nous fait rire, parce que la place des Victoires n'est pas droite. Mais moi, j'aime ce genre d'erreur, parce que ça veut dire que, évidemment, ça a marché. Ils ont réussi leur coup. Nous avons immédiatement compris ce qui se passait. Nous avons compris que nous étions dans une architecture royale inspirée de Paris. Voilà une photo romantique avec de la neige. Et puis, on passe sur l'angle et on glisse vers une deuxième place, la place de l'Hôtel de Ville. Et là, Gabriel va multiplier les messages en disant maintenant il y a un autre roi que Louis XIV. Parce que la statue tout à l'heure, c'était Louis XIV, qui avait été prévue pour Nantes et qui n'était jamais arrivée jusqu'à Nantes. Une statue de Antoine Coisevaux, l'ami intime de Jules Ardoin. Mais le nouveau roi, c'est Louis XV. Et maintenant, on est en 1725-30. C'est un adulte. Alors pourquoi pas une statue aussi du roi régnant, et 2 places royales pour le prix d'une, si vous me permettez. Et donc, progressivement, on va dégager l'idée que cette place qui abrite 2 institutions importantes, le présidial, qui est le premier niveau de la justice, et l'hôtel de ville, vont s'organiser dans un monument dont la clé de lecture, voilà la célèbre élévation de cet hôtel de ville, qui est un peu atypique dans l'architecture, et Pascal Liévaux en parlera, ou en a parlé, je crois déjà. Et ce monument, qui est en fait 2 monuments, le présidial, l'hôtel de ville, aujourd'hui, c'est seulement l'hôtel de ville, séparé par une tour symbolique, qui est la fameuse tour du pouvoir municipal, mais ce pouvoir municipal, il est curieusement transcendé, puisque ici, il y a la chapelle, donc là, c'est le pouvoir suprême, évidemment, et puis le lieutenant de Dieu sur terre à côté de la chapelle, le roi, et il est dans cette niche ici, monumentale, il est à pied, avec 2 allégories, et il est tout près de nous. On n'est plus écrasé par la grande statue équestre sur son très haut piédestal. On peut presque le toucher parce que le roi est beaucoup plus proche de ses sujets. C'est un roi de bonté et pas seulement un roi de guerre. Alors regardez, ces personnages, ils font ce qu'on rêverait de faire aujourd'hui. Ils viennent voir la statue et ils peuvent s'en approcher avec respect. Aujourd'hui, il y a un sapin de Noël, à la fin de l'année. C'est moins spectaculaire, évidemment, pour s'approcher avec respect. Mais si la Révolution nous a privés de cette admirable sculpture de Jean-Louis Lemoine, ou de Jean-Baptiste, je ne sais plus, soyons assurés qu'évidemment, la clé de lecture symbolique, ici, était très forte. Cependant, ce n'est pas une statue au centre de l'espace. Elle est revenue dans le monument comme dans la tradition médiévale. C'est la même interrogation qu'on pourrait soulever pour Bordeaux. Le roi ou le commerce? Et Daniel Rabreau l'avait déjà dit, sur cette extraordinaire place que le même Gabriel, Jacques V, va être amené à aménager à partir de 1729, sur les bords de la Garonne, 500 mètres de large, là, cet emplacement fantastique. Une place qui tourne le dos à la ville, à tel point que jusqu'à la récente rénovation, elle était un peu hors circuit, de manière assez frappante d'ailleurs. La place ici, qu'on appelle aujourd'hui la place de la Bourse, par un renversement très intéressant sur le plan sémantique, puisque effectivement c'est une place où il y a la Bourse, mais depuis l'origine. Donc la place royale abritait un édifice lié au commerce, la Bourse, lié au port et à l'activité de Bordeaux. Alors on a beau nous dire ce qu'on veut, que c'est la moitié de la place Vendôme, vous voyez, avec les pans coupés. Ah oui, les pans coupés, parce que là, si on avait été jusque-là, on ne pouvait pas aménager là. Donc il a fallu, là aussi, avec la rue, trouver une astuce. Toujours l'importance de l'implantation du terrain. Et puis, bien sûr, l'idée de génie, on ouvre complètement sur le coup d'œil. Et c'est la fameuse lettre de Gabriel lorsqu'il arrive à Bordeaux, au duc d'Antin. Monseigneur, il n'est pas possible d'avoir un plus beau coup d'œil. Il faut faire là quelque chose recommandable pour la postérité. Je cite de mémoire, pas très exactement, mais il y a cette phrase magnifique envoyée de Bordeaux par Gabriel, qui arrive en bateau comme il se doit. Le drame aujourd'hui de la place Royale, c'est qu'on se précipite pour l'admirer depuis la gare. Puis en plus, maintenant, elle est coupée par le passage du tramway. Mais il ne faut pas du tout faire ça. Il faut traverser la Garonne par le pont de Pierre, le pont Louis-Philippe, et la regarder de l'autre côté. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Et là, elle prend toute sa dimension. Et on comprend pourquoi Gabriel a multiplié les hauteurs de toiture, les grands campaniles, parce qu'elle est faite pour être vue avec ce recul extraordinaire qu'on avait en arrivant en bateau. Alors voilà, donc une place qui, là encore, n'a pas beaucoup demandé d'efforts sur le plan de la conception à Gabriel. Une demi-place Vendôme,
statue équestre du roi qui se détache sur le pavillon du fond qui sépare deux rues, une rue neuve et une rue récupérée du parcellaire médiéval. Voilà le célèbre tableau de Vernet, une des marines qui est au musée de la Marine, avec les deux grands pavillons qui abritent donc les pavillons La Bourse. La statue équestre de Jean-Baptiste Lemoyne, la célèbre statue équestre, on a failli la voir à nouveau puisqu'il était question de la refaire lorsqu'on a restauré la place, puis finalement on a remis la fontaine du XIXe siècle, vous savez, c'était une farce. Je vous signale que les plaques de marbre de Fontenoy, ici, et de l'autre bataille de l'autre côté dont j'oublie le nom, existent encore au musée d'Aquitaine. On a sauvé ces parties-là, mais la statue, hélas, a été détruite. Il nous en reste à nouveau ce modello au musée des arts décoratifs, qui est très beau, du roi. C'était, paraît-il, d'après les contemporains, la plus belle des statues de Louis XV. Je vous montre aussi quelque chose de très intéressant ici. Bien sûr, vous avez reconnu l'ordre ionique. Là, Gabriel se fatigue pas trop. Hein. C'est toujours notre ionique de la place des Victoires et de la première place Vendôme. Ce qui m'intéresse plus, c'est ça. C'est un dessin inédit qui était sorti au moment de l'exposition de Nancy, qui a été prêté par un collectionneur particulier. Et Gabriel a hésité pour le couvrement du pavillon central. Vous avez vu que sur les documents que je vous ai montrés, c'était finalement un grand pavillon à toit coupé, à pan coupé, à mansardé. Et là, il a hésité avec un dôme quadrangulaire, le fameux dôme à la française du pavillon des Tuileries et du pavillon de Sully dans la cour carrée, qui est une fabrication de Jacques Lemercier au XVIIe siècle et qui est identifié comme un des topoïs de l'architecture royale que vous avez dans toute l'architecture française royale, école militaire, jusqu'au palais de justice de Louis XVI à Paris. Finalement, il a renoncé pour une toiture plus conforme au reste de l'élévation. Pour le reste, après restauration, c'est magnifique, mais vous avez ici, donc, dans ces pavillons, des mascarons qui sont des mascarons en lien avec les vents, avec la mer, avec le commerce, et donc le discours monarchique est affaibli ici par un discours lié au commerce. Voilà les bâtiments de la Bourse. J'avais prévu de vous montrer quelques petits détails intérieurs, c'est pas très important. Même questionnement à Rouen, dans une place qui n'a pas été réalisée malheureusement, hein, le grand chef-d'œuvre de Le Carpentier, je pense que Pascal en a parlé, puisque c'est un des moments de l'hôtel de ville au XVIIIe siècle, le projet de place Louis XV à Rouen, qui correspondrait à la place du marché aujourd'hui, avec l'église de Harech, où on se propose de mettre une statue pédestre de Louis XV et un grand hôtel de ville qui se développe sur un plan en U comme un gigantesque hôtel particulier, qui est connu par cette maquette qui a dû vous être montrée, tout à fait merveilleuse, du musée des Beaux-Arts de Rouen, avec le dôme à la française, tiens, comme par hasard, qui devait donner sur la place, puisque là nous sommes côté cour, et l'admirable monument à Louis XV, hissé sur le pavois, dans la tradition des Francs. Admirable analyse de François Furet dans Penser la Révolution, hein, dans les premières pages sur le XVIIIe siècle. Pourquoi Louis XV, le roi galant, se fait hisser sur un pavois comme Clovis? Voilà, c'est la résurgence du grand débat sur les Francs et les Gaulois qui a gagné, et qu'est-ce que c'est que l'aristocratie? Au moment des Lumières, ça a beaucoup de sens, c'est au Louvre aujourd'hui, et ça vous montre l'attachement de la monarchie à ses racines, évidemment, historique. Et c'est la même problématique à Nancy, je passe rapidement parce que je crois que c'est bien connu, mais cette fois-ci, le roi est affronté avec une autre image qui est encore plus grande que lui, c'est la France. Puisqu'à Nancy, je n'ai pas résisté évidemment, mettre le portrait d'André Rossino, de Stanislas Leszczynski, excusez-moi. Ce n'est pas la France que Nancy, c'est la Lorraine, c'est la capitale de la Lorraine, qui sera rattachée à la France après la mort de Stanislas. Et lorsque Stanislas, qui a beaucoup d'argent et pas beaucoup de pouvoir, puisqu'il est une marionnette de Paris déjà avant le rattachement, évidemment, et que c'est Chaumont de la Galésière, l'intendant, qui dirige tout ça, on lui donne de l'argent et il fait des bâtiments. C'est très bien, c'est tout ce qu'on pouvait se souhaiter de mieux, puisqu'il va faire des merveilles. Il va donner beaucoup d'argent aux pauvres, c'est pour ça qu'on l'appelle Stanislas le bienfaisant. Il a le même surnom que Louis XVI. Eh bien, il va avoir l'idée de faire une couture entre les deux villes, la vieille ville qui est ici, avec la Carrière, immortalisée par Callot, et la ville neuve fortifiée du XVIe siècle, tracée au cordeau, une ville dessinée par des ingénieurs italiens. Et vous voyez, ici, il y a un espace vide, et il a compris qu'évidemment, l'intérêt, ce serait de raccorder non pas la ville sur le côté ici, par la grande rue actuelle, mais de se mettre dans l'axe de la Carrière. Il faut convaincre, évidemment, Versailles et les bureaux de la guerre qu'on peut démolir des bastions d'une place forte qui est quand même tout près de l'Allemagne. Hein. Donc, il va y avoir un débat très serré. C'est finalement Stanislas qui l'emporte. Il se met en colère, il jette sa perruque, il tape du pied. Enfin, il y a des scènes assez drôles. Il a un architecte sous la main qui est Emmanuel Héré, qui est un bon architecte, qui s'est nourri au lait parisien des constructions de Boffrand à Nancy. Et c'est comme ça que, progressivement, on va aboutir à cette extraordinaire composition, sur laquelle peut-être il faut insister, parce qu'il y a non pas une place, qui est l'actuelle place Stanislas, et qu'on devrait donc appeler normalement place Royale, mais 3 places. La Carrière, qui a été refaite en partie,
et les façades ont été recarrossées, si j'ose dire, par Héré, mais ce sont les maisons du XVIe siècle, et une troisième place ici, qui s'appelle aujourd'hui, d'ailleurs, elle a été individualisée pour les Lorrains. Quand vous parlez des places, ils en comptent 2 en général. C'était quand je faisais l'exposition, je disais toujours les 3 places, on me répondait oui, les 2 places. Et en fait, cette place aujourd'hui porte le nom, mais peut-être c'est pas totalement inintéressant pour nous, d'un roi aussi qui s'appelle Charles de Gaulle. Donc on a une individualité là aussi très forte chez la place de Gaulle. Pourquoi ? Parce que, évidemment, cet espace, c'est une place qui dégage un autre monument. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement électrique dans un arc, puisque sur la place elle-même, nous sommes devant l'hôtel de ville. Le roi et l'hôtel de ville, c'est un couple que nous avons vu à Rouen, et il y a donc 2 pouvoirs, le pouvoir local et le pouvoir principal. Vous savez que dans la France du XIXe siècle, on retrouvera cette problématique avec la préfecture et la mairie, des grands bâtiments qui s'affrontent dans les programmes de construction de la Troisième République ou du Second Empire, pouvoir local, pouvoir central. Le roi tourne le dos à l'hôtel de ville, superbe. Et l'hôtel de ville, on s'est débrouillé, mais ça a dû vous être dit, pour être surdimensionné, ça veut dire que les pouvoirs locaux s'épuisent financièrement à terminer l'hôtel de ville et à l'habiter au lieu de s'occuper des affaires, et donc le roi peut patronner plus fortement. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'arc tendu, parce que le pouvoir local, c'est ici, le roi, l'arc de triomphe qui a été aménagé sur le fossé, un petit clin d'œil évidemment à la défense, mais c'est un arc du roi pacificateur, et au fond, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Évidemment, un monument majeur pour les gens de la Lorraine, le palais ducal, le Louvre, comme on disait, le Louvre de Nancy. Et c'est aujourd'hui, les restes de ce pavillon ducal, le musée lorrain qui est là. Mais avec la recomposition d'Héré et de Stanislas, ici on installe un bâtiment qui vient faire le fond de composition, et ce bâtiment, c'est l'intendance, c'est-à-dire le palais du représentant du roi de France, qui est en fait le vrai pouvoir. Donc Stanislas n'habite pas Nancy au sens symbolique du mot. Il a laissé les pouvoirs de la ville, son gendre, et ici l'intendant, qui demain sera celui qui gouvernera la Lorraine quand la Lorraine sera française. Et c'est aujourd'hui l'hôtel du commandement militaire, à cause bien sûr de l'histoire du XXe siècle. Et je vous rappelle que c'est dans ce palais qu'on peut voir le bureau du général Foch, d'où il est parti pour le front en 1914. Donc c'est un moment aussi très, très fort. Nous avons encore un modello de la statue, elle aussi arrachée à notre admiration par les jacobins locaux, un roi pédestre qui montre un bras vengeur l'Allemagne, pour rappeler que l'ennemi est de l'autre côté. Et nous avons, ce qui est très rare pour les places royales, vous avez vu jusqu'à présent, je vous ai montré beaucoup de gravures, un tableau en collection particulière qu'on avait pu exposer à Nancy, de la collection du marquis de Pange, et qui vous montre, depuis les fenêtres de l'hôtel de ville, la statue. En fait, elle n'était pas dorée. Et puis, l'arc est ici, les bâtiments, 4 pavillons qui encadrent cette place. Ces bâtiments sont des bâtiments publics. Et là, nous retrouvons la problématique de Louvois. Il y a le collège de chirurgie et le théâtre, c'est le musée des Beaux-Arts. Il y a l'hôtel des impôts. Alors évidemment, il y a plus de gens qui se pressent ici du côté du théâtre que du côté des impôts. Ça peut se comprendre. Et il y a très peu de maisons particulières. Encore aujourd'hui, quand vous allez sur la place Stanislas, le soir, il y a 1 ou 2 fenêtres d'allumées, il y a un hôtel de tourisme ici et quelques appartements qui sont en fait des propriétés de la ville. Donc on connaît bien tout ça, je ne vais pas trop développer. Vous allez remarquer évidemment que l'architecture est une architecture à la française, comme je l'ai décrite. Simplement, il n'y a pas de toiture apparente. On est dans une écriture encore plus proche de Versailles, balustrade et trophée. Voilà, l'élévation conservée aux archives de la guerre. Puisqu'il avait fallu envoyer tous les plans à l'armée, pour voir si les militaires étaient d'accord avec cette place qui venait gêner le système de défense. Et voilà le système génial qu'a imaginé Emmanuel Héré pour créer un espace clos. On retombe sur cet écrin, tout en laissant la vue et la circulation, les grilles commandées à Jean Lamour. Et ce qui m'intéresse dans ces grilles, évidemment, c'est le discours symbolique qui vient perturber le discours du roi. C'est le discours de la France, avec les armes de France, avec le coq gaulois, pardon, je n'avais pas de détails, mais vous pouvez me croire sur parole, le coq gaulois qui est dans l'ordre ici composite, et donc ce n'est pas un ordre composite, c'est un ordre français, avec fleur de lys et coq, et c'est une manière très douce pour Stanislas de préparer la Lorraine à l'annexion pacifique de la province à la France. Louis XV a donné à la France la Lorraine et la Corse, les 2 derniers grands agrandissements de la monarchie sur le territoire national. Et tout au fond, voilà ce palais qui est relié par une colonnade circulaire, tout à fait superbe. Pas une colonnade, en fait, c'est un mur orné de colonnes, vous voyez, adossé, qui dégage et qui vient se raccrocher aux hôtels particuliers de l'extrémité de la carrière.
et qui donne un espace qui, pour moi, est une place parvis devant ce bâtiment. Alors, je suis obligé, parce que j'étais un peu bavard, d'aller un peu plus vite sur Reims, mais je ne voudrais pas qu'on oublie Reims, qui est une des plus belles places dédiées à Louis XV en France, qu'on connaît très mal, une place pour laquelle on avait consulté Soufflot, et puis finalement, c'est l'ingénieur de la province qui s'appelle Legendre qui l'emporte. Et on a là-dessus un témoignage de Diderot qui dit « Dieu merci, on n'a pas préféré le projet de M. Soufflot, on a choisi le projet du bon M. Legendre. » Et pourquoi M. Legendre est-il d'abord parce qu'il ne vient pas de la cour comme Soufflot, donc on peut imaginer chez Diderot la critique politique, mais surtout parce que Diderot dit avec une force extraordinaire, comme il fallait une place marchande dans une ville marchande, c'est ce qu'a fait Legendre, là où Soufflot faisait une place plus prestigieuse. Et donc on retombe toujours dans cette problématique. Ça, c'est le projet de Soufflot, avec la statue du roi, mais dans un monument portique, tandis que notre Legendre, lui, il fait une place carrefour, avec des boutiques à rez-de-chaussée. D'un côté, on regarde vers l'hôtel de ville, qui existe déjà, qui est un bâtiment Louis XIII, qui existe encore, très restauré. Et de l'autre côté, un bâtiment du fond de la place, qui sera l'hôtel des fermes, donc l'argent, avec ici une notation très intéressante que vous pouvez lire. Projet d'élévation d'un hôtel des fermes comprenant les traites et les aides, proposé à faire par le chapitre de l'église métropolitaine de la ville de Reims et la cathédrale, sur son terrain, au derrière de la principale façade de la place royale. La phrase laisse à penser qu'il y a la place royale et au derrière on met le bâtiment alors que le bâtiment est sur la place. Donc on a là ici quelque chose de très intéressant. La place a été terminée très tardivement, au début du XXe siècle, d'où les différences de couleurs des édifices, et elle a perdu aussi sa statue, mais à la différence de tout ce que je vous ai montré, c'est la seule place qui conserve le socle complet avec son décor merveilleux de Jean-Baptiste Pigalle, un chef-d'œuvre absolu de la sculpture française. Et alors, j'ai évidemment pris des détails pour vous. Le commerce, Mercure, évidemment, on est avec les fermes dans une place marchande et dans une place où la finance domine. Et puis, un discours qui tourne le dos complètement à la cathédrale. Dans la ville du Sacre, la place royale tourne le dos à la cathédrale. Quel symbole extraordinaire. Et le roi ne la regarde même pas, la cathédrale de son sacre. Ce fameux sacre où, selon la célèbre formule, le roi était saoulé de fleurs de lys. Eh bien, finalement, non. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le piédestal, les allégories qui sont arrivées, c'est bien sûr la France royale et le gouvernement, avec cette femme qui tient un gouvernail et le lion qu'elle tient par les cheveux. Mais c'est un citoyen qui tourne le dos au roi d'une manière assez désinvolte, qui est assis sur un ballot de commerce et qui est heureux parce qu'il a fait des affaires. Ah oui, on avait aussi cette croyance au XVIIIe siècle que l'échange, le commerce, ça rendrait les gens heureux et bons et qu'on arrêterait de se faire la guerre. Une des naïvetés touchantes du XVIIIe siècle. Et au rez-de-chaussée des maisons, on devait trouver des boutiques. Alors voilà, j'ai pas résisté, là j'ai mitraillé comme un vulgaire paparazzi, parce que c'est tellement beau ce décor de Pigalle. Et si vous connaissez un peu, et je vous encourage, si vous ne le connaissez pas, à traverser au péril de votre vie la place de la Nation, si vous connaissez le monument sublime de Jules Dalou à la République, place de la Nation, sculpture de la fin du XIXe siècle, vous verrez tout ce qu'elle doit à cette grande architecture et à cette grande sculpture du XVIIIe. Voilà, les armes de France ont été refaites à la Restauration, le gouvernement et le citoyen, qui est dans une position, vous voyez, de méditation, un citoyen philosophe. De l'amour des Français, éternel monument, instruisait à jamais la terre. Louis fut dans nos murs et jura d'être leur père et fut fidèle à son serment, à Louis XV, le meilleur des rois. Cette plaque a résisté aux Jacobins, je dois dire que c'est quand même un événement qu'il faut souligner, avec des urnes, avec l'argent qui coule à flot des poches de l'État, là on n'y croit pas trop, avec l'agneau et le loup qui se sont réconciliés, grâce à la monarchie protectrice. C'est beau, hein ? Le lion, il a fini d'être méchant, on le tient par la crinière, il est tout gentil. Le pouvoir dompté, de ce bon gouvernement coule l'abondance dans sa corne. Bref, Louis XV est bien le meilleur des rois, mais où est le symbole de la sacralité monarchique dans cette allégorie fiscale et gouvernementale? On peut se le demander. Alors je termine bien sûr par l'apothéose des places royales, celle qui a fait couler le plus d'encre chez les historiens, la place Louis XV de Paris, que nous appelons la place de la Concorde depuis 1830. Et là, cette fois-ci, le roi a fort parti avec la nature. Lorsque la ville décide de lui offrir une statue, on se bat, évidemment, pour lui offrir la statue. Il dit oui, c'est la ville de Paris, on la commande à Edme Bouchardon. Mais où va-t-on mettre cette statue? Alors on fait, pour une des premières occurrences de l'histoire de l'architecture française, un concours qui est ouvert à tout le monde, les architectes, les hommes de lettres, les gens à idées. Vous savez que le XVIIIe siècle est rempli de gens à idées, il faut se méfier des gens à idées. Et voilà ce que le roi voit, une avalanche de projets, plus de 130, avec des gens qui, naturellement, sur le papier, c'est pas très difficile, rasent la moitié de Paris pour faire des places.
J'aime beaucoup, par exemple, Barthélemy Azon, ici, qui est un membre de l'Académie royale. Lui, il rase tout le 5e arrondissement actuel, depuis le quai jusqu'à la rue Soufflot. La rue Soufflot est là, jusqu'à la rue des Écoles. Hein. Vous imaginez le bloc entier qui disparaît avec, par exemple, les thermes de Cluny, entre autres. Hein. Bon. Celui-là, vous voyez, cette place, ici, c'est l'étoile actuelle des Champs-Élysées, mais en plein cœur du 6e arrondissement. Ici, c'est le Palais du Luxembourg. Et quand Louis XV voit tout ça, il y en a même un qui fusionne l'île Saint-Louis et l'île de la Cité pour faire la place au milieu, là où il y avait le petit bras de la Seine. Bref, la folie sur le papier, autorisée par, évidemment, le papier ne refusant pas l'encre. Et quand Louis XV voit cela, il tombe à la renverse en disant qu'avant tous ces gens sont fous, il n'y a pas d'argent, donc il faut absolument faire une place sur des terrains où il n'y a pas d'expropriation forte, le mot est impropre pour l'Ancien Régime. Donc on va choisir un terrain qui appartient au roi, et nous retombons sur notre fameux terrain du bout des Tuileries, vous vous souvenez, entre les Champs-Élysées et le Jardin. Alors, après ce concours un peu fou de 1748, le roi va demander seulement à ses architectes de l'Académie de s'entraîner, et un concours restreint, qui va donner quand même 18 ou 20 projets, je ne sais plus. C'est le concours de 1753 qu'on connaissait par des écrits jusqu'à il y a quelques années, quand le volume est ressorti dans le commerce de l'art, aux armes de Marigny, le directeur des bâtiments du roi. Il a été acheté par le musée Carnavalet, c'est un des plus beaux achats de Carnavalet. Et il n'est pas exposable, évidemment, mais il est un recueil qui a été entièrement publié sous une forme, vous voyez, de reprint en couleur, dans un format maniable, qu'on trouve maintenant sur les quais à 2 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu clairement ce qu'on avait compris dans les textes, c'est que les architectes n'ont pas du tout eu la même idée, mais que celui qui a eu l'idée la plus logique, c'est le vieux Germain Boffrand, qui allait mourir l'année suivante, en 1754, vous voyez, projet de M. Boffrand, c'est de dire il ne faut rien construire, le moins possible, et il faut construire plutôt éventuellement au nord pour caler la composition vers la ville, mais surtout ne pas obstruer le côté des Tuileries pour qu'on voit le jardin, ne pas obstruer la vue sur la Seine, ne pas obstruer la vue sur les champs. Autrement dit, revenir sur cette idée de 1715, de cette place de Robert de Cotte. Gabriel est chargé par le roi, qui n'est pas totalement satisfait des projets des uns et des autres, d'en faire la synthèse, et c'est pourquoi c'est bien Gabriel, l'architecte, en 1755, après 2 années de réglage, le projet final est mis au point. Vous voyez que sur ce projet, on a encore hésité à faire une découpe avec 2 rues du côté du nord, et finalement on se range à l'idée que la logique, c'est qu'il n'y ait qu'une seule grande rue, notre rue Royale, qui va rattraper le cours, c'est-à-dire les grands boulevards, Madeleine, Capucine, etc., et que cet axe conduit naturellement de l'autre côté à un axe qui n'existe pas, mais qui existera avec le pont Louis XVI, le pont de la Concorde. Donc Gabriel a récupéré la grande idée de Boffrand, ne construire que sur le côté du nord, 2 palais, à droite et à gauche, l'hôtel de la Marine, avis aux amateurs à vendre, et de l'autre côté, des maisons particulières. L'hôtel de la Marine, actuellement, c'était à l'époque, bien sûr, le garde-meuble de la couronne. Gabriel a récupéré une autre idée qui vient en partie de Contant d'Ivry, et qui est une idée qu'on a déjà vue tout à l'heure avec les fossés de Robert de Cotte. Puisque l'espace est gigantesque, on peut éventuellement mettre des fossés tout autour pour créer une place dans la place. Parce que là, Gabriel est bien conscient qu'il y a un hiatus terrible. Si le roi est perdu dans l'espace, qu'est-ce que ça veut dire que cette place royale ? Et j'insisterai sur ce point parce que les historiens du XVIIIe siècle nous ont dit « c'est la preuve des Lumières ». On ouvre à la nature parce que c'est l'époque des Lumières, on aime l'eau, l'air, les arbres. Oui, mais non, puisque c'était déjà le cas de Robert de Cotte et que c'est déjà le cas du Pérou en 1715. Donc là, on a fait une lecture téléologique. Comme on savait que les Lumières arrivaient avec la volonté de mettre en valeur la nature, eh bien on a voulu voir dans cette place Louis XV de Paris l'aboutissement de la philosophie des Lumières. À mon avis, c'est un contresens. Alors évidemment, malgré les fossés de Gabriel, qui étaient merveilleux et que Haussmann a bouché très brutalement en 1854 pour faciliter la circulation, ils existent encore en partie engloutis sous terre, sauf cette partie-là qui a été détruite par Georges Pompidou pour faire un parking, mais vous savez que c'était une maladie de l'époque. Eh bien, malgré cela, la statue est bien perdue dans l'espace, et les critiques vont pleuvoir sur Gabriel. Qu'est-ce que c'est que ce roi, là, qui est quand même flottant dans un immense espace, tout à fait superbe par ailleurs. On voit Montmartre au fond se détacher sur la ligne de côté. Bon, vous connaissez les grands palais qui sont dans leur écriture, profondément, l'écriture royale. Regardez, on retrouve le grand soubassement à bossage, l'ordre colossal. Bon, simplement, on est plus proche de l'écriture de la colonnade du Louvre de Perrault que des façades de Mansart, mais c'est normal puisque Gabriel était en train de la restaurer et qu'on remettait à l'honneur cette façade de Perrault qui avait été si abandonnée par Louis XIV. Le cavalier est un roi passant, pacificateur. On en a aussi les petits modèles de bronze et de plâtre à Carnavalet. Là, c'est le bronze du Louvre. Et puis, encore un discours parasite, tout autour des fossés, il y a des guérites
dans lesquelles Gabriel avait imaginé pour certaines de placer les escaliers qui permettaient de descendre aux jardins, qui sont non pas des jardins suspendus, mais des jardins encaissés, une idée magnifique. Aujourd'hui, ces escaliers servent à descendre dans le parking souterrain, évidemment. Et sur ces guérites, on se proposait de placer des allégories qui devaient entourer le roi, comme une assemblée qui vient renforcer son souverain. Et là encore, on n'est plus dans cette solitude sacralisée de Louis XIV, mais on est déjà dans une autre écriture monumentale. Alors on possède ce merveilleux tableau de Philippe de Saint-Quentin, qui est au musée de Grenoble, qui est un élève de Boucher peu connu, paysagiste merveilleux. Je pense qu'il a un tout petit peu exagéré le paysage, enfin, laissons-nous séduire. Ce sont les frondaisons des Tuileries, et le roi, bien sûr, est un roi entrant. Il rentre dans sa ville. Malheureusement, ça veut dire que quand on descendait les Champs-Élysées en arrivant depuis l'ouest, on voyait le postérieur du cheval. Drôle de position, évidemment, mais il n'était pas pensable que le roi soit en train de sortir. Ça aurait été une faute de convenance terrible. Une petite gouache pour finir de Demachy, qui vous montre évidemment la statue perdue dans l'espace. Et là, le propos de la place royale s'est complètement défait, si jamais il y a eu un propos, mais évidemment, on peut en discuter comme j'essaye de le faire. Alors, revenons au Pérou, parce que le Pérou a été fini au même moment que la place Louis XV, 1770 pour Paris, 72 pour Montpellier, et je termine par là parce que je vois qu'il est l'heure, je suis trop bavard. Au Pérou, on a bien fini par accepter l'idée de l'intendant, la statue toute seule sur son plateau, en dehors de la ville. Mais un autre événement s'est produit sur le plan architectural et sur le plan des Lumières, l'eau. L'eau qui coule en abondance, avec un aqueduc qui restaure la grandeur antique de cette architecture, et qui aboutit à un temple des eaux, qui est beaucoup plus grand et plus important que la statue royale. Le voilà, ce fameux temple des eaux de l'architecte Giral, qui a terminé la composition, qui est une petite merveille de l'architecture néoclassique française. Mais si vous regardez sur cette gouache des collections du musée de la Société historique du Languedoc, vous voyez que la statue du roi, elle est quand même bien petite dans tout cet espace. Et le temple des eaux est le plus grand, l'Arc de Triomphe, et entre les deux, on ne voit pas très bien si de Neptune ou de Mars, il faut choisir. Tout ça, c'est des questions subtiles, et peut-être trop subtiles à la fin. Alors, les Jacobins avaient une réponse, elle, très simple, évidemment. Toujours très simple et très efficace. La destruction pure et simple. C'est une destruction qui nous rappelle des destructions que nous avons vues récemment. Les statues déboulonnées de Lénine ou de Saddam Hussein, le démocrate d'Irak. Mais ça n'a rien à voir, il ne faut pas faire de contresens. Vous l'avez compris, ces statues royales n'étaient pas des cultes de la personnalité. Et c'est bien pour ça que les révolutionnaires se sont acharnés sur elles. Elles ne pouvaient pas continuer à manifester dans l'espace de la ville démocratique qui se mettait en place, la grandeur de la monarchie, et même si c'était les traits de Louis XIV, de Louis XV, il était évident que c'était le corps symbolique de la monarchie qui était là, mis en lumière devant le peuple. C'est pourquoi la logique était d'abord de détruire les statues, dès le mois d'août 1792, après le coup d'État du 10 août, et qu'il était normal que, juste après la destruction des rois de bronze, on guillotina le roi vivant, Louis XVI, le 21 janvier 1793. Vous noterez, et ce sera ma conclusion, que les Jacobins ayant de la suite dans les idées, ils ont décapité Louis XVI sur la place Louis XV de son grand-père, à côté de l'ancienne statue, pour marquer jusqu'au bout l'importance des symboles et de l'annulation de cette monarchie en 3 dimensions dans la ville. Je vous remercie.